parce que nous n'arrivions plus à y croire. Une lueur d'espoir rejaillit à travers une démarche inattendue. Sur les pas de précurseurs qui ont disparu mystérieusement, mais qui ont participé activement à l'insurrection des consciences. Parce que 2027, c'est demain. Parce que la mascarade a trop duré. Parce que le vivant est en danger. Thierry Casasnovas, acteur incontournable du changement, nous fait l'honneur de présenter son plan d'action. Une candidature improbable, un pari osé face à un jeu totalement truqué, qu'il est désormais temps de renverser. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une entrevue pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Il est connu et suivi par plusieurs millions de personnes sur la toile francophone. Érigé en statut de gourou en chef par les médias dits de grand chemin, c'est une guerre en bonne et due forme que la Mivludes et consorts lui font depuis plusieurs années, en le hissant au sommet de la liste des sectes sur le territoire français, comme si la guérison naturelle et la reconnexion au vivant constituaient deux des facteurs principaux de danger pour la nation. Une hérésie, me diriez-vous. Vous qui nous écoutez ou nous regardez au chaud, chez vous ou bien même au volant de votre voiture, et vous auriez raison. Cette indignation, nous la partageons très largement face à cet acharnement qu'a le gouvernement français à vouloir déclencher la foudre sur des êtres humains lambda, appelant simplement à la souveraineté. L'un d'entre eux, notre invité d'aujourd'hui, a décidé de ne pas courber les chines et au contraire de mettre les bouchées doubles en se présentant aux élections présidentielles 2027. Thierry Casasnovas, bonjour et merci pour ta présence. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis extrêmement touché, merci beaucoup. Elle est notre énergie féminine, notre voix de la sagesse. Elle est thérapeute et consultable sur la plateforme Âme Dessine. Vous la connaissez déjà pour sa bonne humeur et ses réflexions positives. Tamara Buhlmann. Tamara, bonjour. Salut Rudy et salut Thierry. On a l'honneur d'accueillir l'ennemi public numéro 1 sur la chaîne. C'est un honneur. On va débriefer de tout ça ensemble. Merci de ta présence. Ça fait un bout de temps qu'on espérait pouvoir te recevoir et là, je crois que c'est vraiment le bon moment justement pour te donner la parole et exprimer un petit peu tous ces projets. Mais merci beaucoup. Moi, en tout cas, je suis ravi de pouvoir être avec vous et je vous remercie de votre confiance aussi, de m'accorder un peu de temps. Ça va être une grosse émission. Ta posture actuelle, c'est de te présenter au présidentiel pour 2027. C'est quand même un projet qui est assez massif. On t'attendait absolument pas sur ce terrain-là et forcément ça sollicite énormément de questions de la part moi de mon entourage. J'ai beaucoup de gens curieux qui se sont demandé et qui ne croient plus en la politique actuellement. Je sais que tu parles avant tout donc aux voix inaudibles, comme j'ai pu le voir sur ta vidéo de présentation, donc aux abstentionnistes aussi également. Est-ce que tu penses encore que la voix politique peut avoir un impact conséquent avec les rouages actuels? Je m'entends, et on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai un passif, comme on le disait en off juste avant, dans le milieu du journalisme alternatif, notamment en géopolitique, en politique, et je sais à quel point ce système est totalement bridé. On va bien entendu évoquer aussi et passer en revue tout ton programme. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que ta profession de foi est rédigée, ça y est? Elle est rédigée, elle va être en ligne là dans les jours à venir. D'accord, on va vraiment passer en revue et essayer de détailler le plus possible tout ce que tu veux mettre en œuvre. Et oui, donc j'en reviens à ces abstentionnistes, est-ce que c'est à eux que tu parles principalement? C'est compliqué comme question parce que tu me dis que finalement tu fais partie de ceux qui pensent que le système politique est verrouillé d'une certaine manière et que peut-être tu me diras si je me trompe dans ce que j'exprime, mais que finalement il y a pas vraiment d'avenir possible, même dans une candidature à la présidence de la République. Et je suis absolument d'accord avec toi, en fait, globalement. Pour moi, la candidature à la présidence de la République, c'est un acte fort, c'est un acte symbolique pour choquer les esprits, plutôt. Mais derrière, il y a un projet qui est radicalement différent. C'est-à-dire que je crois en la politique, je ne crois pas au système politique. Et c'est deux choses pour moi qui sont radicalement différentes. La politique, au sens étymologique, c'est la gestion de la vie collective.
Et je ne vois pas comment on ne peut pas croire en la gestion de la vie collective. On vit collectivement, on vit en société. Donc, il y a un moment ou un autre où, de toute façon, on ne peut pas ne pas s'occuper de la gestion de notre vie collective. Par contre, la façon dont cette gestion est organisée actuellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ça soit un système. C'est pas un système qui fonctionne pour moi. Le système, on va dire globalement délégatif au suffrage tel qu'il est pratiqué actuellement. Et si j'ai les velléités de m'engager dans une démarche politique, je reprends une phrase qui m'a été donnée par quelqu'un que j'apprécie, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Étienne Chouard, qui m'a dit si tu crées un mouvement politique, il faudrait que ce soit le dernier mouvement politique. Et là, j'ai dit, écoute, je ne pouvais pas le dire autrement. C'est-à-dire le dernier mouvement politique au sens, pas une espèce de prétention de dire après moi plus personne. Non, non. C'est s'il y a des velléités d'accéder à un quelconque pouvoir, c'est avant tout et définitivement pour transformer les structures de pouvoir actuelles de manière à ce que plus jamais, si possible en tout cas, plus jamais le pouvoir de décider puisse être phagocyté par un groupe d'individus restreints qui finalement, par le biais d'un système qui est faussé à la base, et on parle de tous ces abstentionnistes actuellement, on sait très bien que finalement, quand quelqu'un est élu président de la République, mais il est élu par une minorité de Français. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'appuyer sur une minorité de Français pour établir un pouvoir qui va s'imposer à tous. Et ça, c'est éthiquement absolument inacceptable. Et donc, le but, c'est vraiment de créer un mouvement, pas un parti au sens politique du terme, un mouvement pour établir définitivement bien des systèmes de souveraineté qui permettent qu'il n'y ait plus cette accaparation du pouvoir d'une certaine manière par des groupes isolés d'individus, en partant du principe que la corruption est inhérente à ce système parce que le pouvoir est détenu par un nombre limité d'individus. Et que je pense que le cœur de l'homme, ou de la femme d'ailleurs, il est corruptible. C'est-à-dire même les plus vertueux d'entre nous, je pense que tôt ou tard, on se laisse corrompre par le pouvoir, par l'argent, par tout ce qu'on peut nous donner. Donc, si le pouvoir il est détenu par un nombre limité d'individus, c'est très facile de les corrompre. À force, on y arrive. Alors que si le pouvoir il est donné à tous les vivants, eh bien, à ce moment-là, c'est un système qui ne peut pas être corrompu. Ou alors, c'est toute la nation qui est corrompue, et à ce moment-là, on ne parle plus de corruption. Enfin, tu vois, ça se mord la queue. Donc, l'idée de l'engagement en politique, qui a pour moi été, au début, liée à une contrainte, c'est-à-dire que, bon, c'est quelque chose que j'avais dans la tête, mais sans oser me l'avouer. Parce que je suis victime du système politique dans lequel on vit actuellement, et il y avait une voix en moi qui me disait « Non mais Thierry, non mais comment un mec comme toi, un petit Catalan, enfin tu vois, de base, comment tu peux prétendre mais t'engager là-dedans ?» Enfin, je veux dire, c'est de l'arrogance, c'est de la prétention, tu vois, parce qu'on a vraiment cette représentation d'une espèce de caste à part qui serait autorisée à nous gouverner, et puis des gens comme moi, on se dit, on n'est pas autorisé à ça. Et puis, effectivement, les aléas des poursuites judiciaires qui ont été engagées contre moi ont fait que ma liberté d'expression a été de plus en plus réduite, et qu'à un moment, par le biais de plusieurs voies, il s'est imposé à moi que le seul moyen de retrouver un petit peu de liberté d'expression, c'était un petit peu de changer de positionnement d'une certaine manière et d'élargir le spectre de ma communication. C'est-à-dire de ne plus parler uniquement de santé, mais plus globalement parler du fonctionnement de notre société. Et en fait, ça a réveillé quelque chose en moi qui était en sommeil et qui n'osait pas se reconnaître pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire une envie farouche, on va dire, mais vraiment enthousiaste, joyeuse, de m'investir beaucoup plus largement et de ne pas me contenter au domaine de la santé, même si c'était de la santé publique, et d'aller investiguer tous les domaines de notre société. Et rapidement, j'en suis arrivé à la conclusion que je pouvais faire un programme dit alternatif, tu vois, avec plein d'idées sur lesquelles tous les gens qui sont autour de moi pourraient se retrouver. Le problème, c'est qu'on va retomber encore et toujours dans le même schéma. C'est-à-dire, imaginons, chose qui paraît globalement impossible tel que le système est structuré actuellement. Imaginons qu'un jour, on me donne le pouvoir. Donc, je vais arriver avec mon programme que je pense, moi, être le plus humaniste, le plus centré sur le vivant, sur l'alternatif, et ainsi de suite, et je vais l'imposer. Mais à ce moment-là, on va toujours retomber dans les mêmes clivages, c'est-à-dire qu'il y aura un groupe de ceux qui sont pour et un groupe de ceux qui sont contre, et puis tôt ou tard, ce que j'aurais mis en place, ça va être cassé par d'autres qui viendront derrière. Et donc, il m'est apparu à l'évidence qu'en fait, la seule façon de sortir de cette espèce de yo-yo permanent, de jeu de ping-pong dans lequel on est, et on est depuis tout le temps, en tout cas depuis ces dernières décennies, eh bien, c'était de changer radicalement les structures décisionnaires dans notre pays, et plus globalement, c'est-à-dire de faire en sorte que la prise de décision, qu'elle ne soit plus la prérogative de quelques individus réduits, mais de mettre en place réellement des systèmes décisionnaires, et maintenant on en a qui ont été théorisés, qui ont même été expérimentés, qui permettent à tout le monde, à tous les vivants, de s'investir dans les choix qui les concernent eux-mêmes.
Tu parles des comités locaux, là? De comités locaux, de systèmes de référendums d'initiative citoyenne, de systèmes décisionnaires horizontaux dans lesquels tout le monde peut s'exprimer. Et je trouve que c'est fondamental parce que immédiatement, chaque fois que j'en parle, le premier truc qu'on me dit, mais t'y penses pas. Parce qu'en fait, la majorité des gens sont cons et donc ils vont prendre des décisions cons. Et ce que je trouve de fabuleux dans cette démarche, c'est qu'on va devoir faire en sorte de commencer à comprendre l'autre, on va devoir faire en sorte d'apporter une vraie éducation populaire, on va devoir faire en sorte d'avoir une espérance pour nos proches, pour tous ceux qui nous accompagnent, plutôt que d'être dans une démarche où on dit « ils sont cons, ils n'ont rien compris et on va imposer notre pouvoir, on va imposer notre volonté par la force, au besoin en prenant les élections et en devenant président de la République ». Donc c'est une démarche qui est profondément humaniste et respectueuse de l'autre. Mais tu suis le chemin des gentils-virus et des ateliers constituants. Tu parlais d'Étienne Chouard, effectivement, oui. On l'a reçu sur notre antenne. Bon, c'est une des émissions, encore une fois, qui a fait le moins d'audience, alors qu'Étienne Chouard est un monument à la matière. C'est vraiment une grande figure et un ami de longue date aussi, au passage. Le tirage au sort, ça vient de là. Il croyait plus en ce système d'élection et en ce système électoral tout court. C'est ce que j'allais te dire en début d'interview. On va être confronté, Thierry, parce que moi, si jamais ça marche pour toi, je te suis et je pense qu'on sera nombreux à vouloir te mettre en avant. En revanche, à l'époque, j'avais travaillé avec Asselineau et j'étais confronté au système de parrainage. Premier barrage auquel tu vas être confronté. On a une mafia en France, on a 35 000 communes. On a donc 35 000 signataires. Les signatures ont été rendues publiques, ce qui fait que la moitié des maires, 50% des maires ne veulent pas signer pour qui que ce soit, à des vues électorales bien entendu, pour ne pas se mettre à dos une partie de la population des communes qu'ils administrent. Et l'autre moitié est totalement redistribué à travers ce qu'on appelait à l'époque l'UMPS. Bon, maintenant, c'est les Républicains et le Parti Socialiste a totalement été disloqué. On a un centre, entre guillemets. Bon, bref. Mais on a à peu près 10 à 12 000 signatures qui sont complètement figées et qui sont redistribués. On a vu que Asselineau s'est fait complètement asmater. Il n'a pas pu se représenter aux dernières présidentielles à cause de ça. On a vu aussi d'autres personnages politiques qui sont aussi sur le devant de la scène souverainiste et qui ont été bloqués par ça. Comment tu penses pouvoir pallier à cette problématique, toi ? Oui, c'est une vraie question que tu poses. Et c'est amusant parce que j'ai entendu, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'appelle Juan Branco qui a annoncé lui aussi, qui crée son mouvement et qui se présentait à l'élection présidentielle, super, bon, c'est quelqu'un que je trouve de brillant, enfin voilà, bon, peu importe. Et il disait quelque chose, et là je me suis dit, le pauvre, il est vraiment dans une illusion totale, parce qu'il disait, l'élection présidentielle, c'est encore le seul endroit dans notre démocratie où on peut faire une espèce de coup de force démocratique en imposant la voix de la majorité silencieuse. Mais je disais, mais mon coco, t'as oublié un truc, c'est qu'il y a d'abord un portail d'entrée et qui est ultra sélectif, c'est les 500 maires, et tu ne les auras jamais. Enfin, moi, je sais que je communiquais récemment avec la fille de Pierre Rabhi. La seule fois où moi, j'ai été engagé en politique, c'était en 2001, quand Pierre Rabhi avait lancé son insurrection des consciences, qui m'avait fortement enthousiasmé. Et je me suis battu avec de nombreux autres pour essayer d'obtenir les 500 signatures pour Pierre, et on les a jamais eues. Donc, je sais parfaitement que cette illusion de démocratie, elle est déjà faussée dès le départ avec ces 500 signatures. C'est pour ça que l'idée, moi, ça a toujours été la même. C'est, je pense pas que quand tu as quelqu'un qui triche dans ces règles du jeu, il faut pas accepter de jouer ce jeu-là. Parce que si tu acceptes de jouer ce jeu-là en essayant de te dire « Ah, ben, je vais aller dénoncer sa tricherie », mais non, en fait non, parce qu'il triche, c'est son ADN que de tricher, le système est élaboré de manière à maintenir cette tricherie, donc il n'y a rien à attendre. Donc moi, pour moi, l'idée, c'est pas d'avoir une démarche qui s'inscrit dans une démarche politique au sens classique du terme, c'est une démarche qui s'inscrit dans la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire d'abord et avant tout commencer là où ça commence, c'est-à-dire à la base, structurer les gens, les faire se rencontrer, les faire s'organiser localement et devenir une force tellement puissante qu'à un moment, la légitimité de ce mouvement qui est parallèle au système politique actuel s'impose sur le système politique actuel. C'est-à-dire que actuellement, comment est-ce que fait le pouvoir ? Enfin, je veux dire, globalement, on a une minorité qui tient une majorité en laisse complètement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a le fils d'un ami, une fois, quand il était au collège, il a fait un truc, moi, que j'ai trouvé l'un des actes politiques les plus puissants que j'ai jamais vu. Il est monté sur le toit d'un collège, ou sur le toit, ou en tout cas au 3e étage, avec un mégaphone. Et globalement, il a gueulé en pleine récréation, il a dit « On est 800, ils sont une quarantaine, une cinquantaine pour nous contenir, c'est nous qui avons le pouvoir ». Et d'un seul coup, ils ont bloqué le collège, et pendant tout un après-midi, il y a eu une véritable mutinerie des élèves.
Et actuellement, c'est exactement ce qui devrait se passer. C'est-à-dire qu'actuellement, comment fait le pouvoir français pour imposer un pouvoir illégitime parce qu'il ne représente qu'une très petite minorité? Eh bien, il déclenche l'armée, il déclenche les gendarmes, il déclenche la police, il déclenche des forces de répression pour imposer ce pouvoir. Mais imaginons simplement que ce mouvement citoyen, apolitique tout en étant politique, eh bien, il touche y compris les gendarmes, les militaires, ainsi de suite, qui ont tous des gens dans leur famille, et ainsi de suite. Il y a un moment où le pouvoir ne pourra plus s'appuyer sur ces outils de coercition. Et à ce moment-là, eh bien, les techniques anciennes de politique qui obligent à passer par ce portail étroit des 500 signatures et des élections, et ainsi de suite, disparaîtra de lui-même parce qu'il aura perdu toute légitimité. Il s'évanouira sans violence, d'une certaine manière. Mais attends, excuse-moi, parce que 2027, c'est demain. Oui. Là, on est sur une vision moyen-long terme, mais c'est sans doute la seule façon d'y accéder. C'est de pas être sûr de l'immédiateté, mais vraiment d'avoir cette vision de mouvement sur du moyen, sur du long terme. Comment ça va se concrétiser? Comment ça va se matérialiser? Tu parles d'un putsch, là? Quelque part, alors, je vois ça comme un coup d'État, parce que là, on va être confronté au même processus. On aura le même process en face de nous. C'est demain, 2027. On aura le même appel au vote, les mêmes campagnes, les mêmes médias qui vont nous rabâcher les mêmes conneries. Et alors, j'en ai très positif et très optimiste sur cette antenne, mais j'essaie de comprendre justement comment vas-tu matérialiser ça. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir éventuellement les solliciter pour qu'ils aillent démarcher eux-mêmes les maires, ou tu vas vouloir bypasser peut-être le système de parrainage? Alors, c'est toujours pareil. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. J'adore courir, par exemple. Et je sais très bien que pour bien m'entraîner, il faut que j'ai des objectifs. Si j'ai pas un objectif, ça va être très difficile de me lever le matin. Par contre, si je sais que j'ai une course, même dans 6 mois qui m'attend, une grosse course, je vais être ultra motivé pour aller m'entraîner. Alors, si tu me dis quelles sont les chances légitimes qu'en 2027, déjà, on renverse tout, je te dis objectivement, rationnellement, elles sont très faibles. Parce que effectivement, le temps de monter quelque chose comme ça, c'est très faible. En même temps, si tu te mets pas à courir à un moment, si tu te mets pas à t'entraîner à un moment, ça n'adviendra jamais. Et avoir des objectifs, c'est important. Pour moi, l'objectif 2027, c'est d'abord et avant tout un galvanisateur. Pour dire, en fait, est-ce que vous voulez encore et toujours que la même chose se reproduise encore et encore et encore et encore? C'est-à-dire, tous les 5 ans, vous allez élire quelqu'un, on va aller voter, tous les 2 ans, on va nous demander de voter pour telle chose, après, ça sera pour les européennes, ensuite, ça sera pour les législatives, on va nous demander d'aller voter régulièrement. Chaque fois, on est totalement insatisfait et chaque fois, en même temps, on ne sait pas quoi faire d'autre parce que de toute façon, on est pieds et poings liés. Commençons à nous investir dans une démarche de fond, de reconnexion de toutes les personnes qui veulent vraiment faire de la politique au sens le plus noble du terme, et commençons à nous structurer de manière locale et voyons où ça va nous mener, dans quel laps de temps. Peut-être que ça peut aller très très vite, on ne sait pas, parce que c'est toujours pareil, il y a ce qui est du domaine du rationnel, et moi je suis quelqu'un aussi de très croyant, et je crois aussi à la grâce, voilà. Et je sais que la grâce, c'est aussi une rupture dans le rationnel. Alors, je prétends pas être investi d'une mission divine, en aucun cas, mais par contre, je sais que la grâce, elle surabonde et elle peut apparaître à tout moment. Donc, je n'exclus pas la possibilité aussi d'une brèche dans le fonctionnement normal qui va dire qu'il va falloir prendre des années pour structurer tout ça. Non, parce qu'il peut y avoir aussi, je pense qu'on est vraiment à une période de fracture, il peut y avoir un enthousiasme tel qui fait que les échelles de temps sont extrêmement raccourcies. En tout cas, je me dis que si on ne s'y met pas, de toute façon, ça n'adviendra pas. Parce que pour moi, c'est toujours la même chose. Il faut commencer d'abord par rêver, parce que tout démarre d'un rêve, d'une vision, d'une inspiration, d'un mouvement du cœur, d'une certaine manière. Et ensuite, ce rêve, il faut l'incarner. Parce que si tu passes ton temps à rêver, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Bon, mais tu l'incarnes. C'est-à-dire, tu as quelque chose qui fourmille au cœur de toi. Enfin, tu as quelque chose qui est en toi, quelque chose qui est tellement puissant que tu ne peux pas faire autre chose que d'en parler, même si ça paraît fou. Et dans mon cas, c'est exactement ça, parce que je ne te dis pas le nombre de fois où, quand j'ai dû prononcer ce mot, dire, voilà, je me lance dans la création d'un mouvement politique et je me présente aux élections présidentielles, mais il y avait une petite voix à l'intérieur qui était à la fois morte de honte, morte de rire, pour dire, mais t'es où là? Tu te prends pour qui, Thierry? Tu fais quoi là? Arrête-toi tout de suite. Et en même temps, il y avait quelque chose de tellement puissant qui, non, vas-y, c'est le moment, vas-y. Donc j'y vais. Voilà, je ne peux pas dire autrement. J'y vais parce que je crois en cette voie, parce que j'ai décidé de mener ma vie selon d'abord et avant tout les intuitions qui sont à l'intérieur de moi et non pas ce que me renvoie le monde de qui je suis, de ce que je dois faire. Donc, je suis cette voie. Et en plus, il y a plein d'éléments objectifs extérieurs qui me laissent penser que cette voie n'est pas déconnante.
Et cette voie, elle est vraiment en corrélation avec les attentes de l'époque et les attentes du monde. Le nombre de personnes qui se rendent compte que finalement, on est dans une impasse totale au niveau des systèmes décisionnaires, qu'on nous impose et on se laisse imposer des tas de choix concernant nos vies qui ne correspondent absolument pas à ce que l'on voudrait vivre. Et en fait, globalement, qu'on en arrive à vivre presque un enfer, mais un enfer que l'on n'a pas choisi. Et puis quand on se regarde les uns les autres, on se dit, c'est toi qui l'as choisi. Puis l'autre, il te dit, bah non, moi, j'en voulais pas non plus. Non, mais attends, si on est tous à ne pas en vouloir, comment ça se fait que ça soit encore en place? Parce qu'il y a quelque chose qui supplante tout ça, qu'on appelle le système, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé, et un système qui se reproduit lui-même, et un système qui fait en sorte qu'on ne joue que selon ses règles. Donc il y a un moment, il faut refuser de jouer selon ses règles. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui est définitif en moi. C'est pour ça que je ne démériterai pas tout mon héritage catalan. Les Catalans sont des profonds anarchistes libertaires. Je ne renie pas mon héritage parce que je ne crois pas au système politique délégatif. Je crois en la souveraineté individuelle, et je crois aussi au désir de chaque individu d'arriver à une qualité de vie pour lui, pour ses proches, pour sa famille, et par effet de bord pour ses voisins, pour sa communauté, qui soit la meilleure possible. Et qu'en s'appuyant là-dessus, on doit pouvoir faire de très, très, très belles choses. Et je pense qu'en fait, on part toujours du paradigme que le voisin est un con, et je pense qu'il va falloir doucement qu'on découvre que le voisin, en fait, même si c'est un con, on doit vivre avec. Donc, il y a un moment où il va falloir faire en sorte qu'on le comprenne un peu mieux. On se rend compte qu'il n'est peut-être pas si con que ça. Peut-être qu'il a des besoins qu'on n'a pas encore compris. Et puis que s'il y a des choses que lui-même n'a pas compris, ben, il va falloir qu'on prenne un peu de temps pour lui expliquer notre point de vue. Parce que de toute façon, on est tous embarqués sur le même bateau. Et que par la force, ben, ça ne marche pas. Parce que par la force, on vit ce qu'on vit actuellement. Et pour moi, ça ne marche pas. J'ai une autre espérance. Et c'est celle que j'ai envie de mettre en avant. Oui, moi, je te rejoins sur le fait que ça peut basculer très rapidement. Il peut y avoir quelque chose vraiment de très rapide, parce qu'il y a un ras-le-bol général, une prise de conscience générale. Évidemment que tout ce qui est à refonter sera sur du moyen long terme, parce qu'il y a tout à refaire en fait. Je crois qu'il faut revoir absolument toute la copie là sur le pays. Ça serait quoi la première démarche au niveau local? Quelle est la première pierre à mettre à cet édifice? Alors, moi, la première pierre à mettre à cet édifice, c'est d'abord et avant tout de faire en sorte que les gens se rencontrent, qu'il y ait des espaces de rencontre et de discussion. Et ensuite, moi, j'ai quand même un domaine qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est du domaine de l'autonomie. Et je pense qu'à ce niveau-là, on est complètement dans les choux. Le niveau de résilience et d'autonomie locale en France, il est proche de zéro. C'est-à-dire, s'il y a une rupture des chaînes d'approvisionnement actuellement, c'est une catastrophe totale, pour ne pas dire une guerre civile immédiate. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut parler énormément aux gens. Leur dire, écoutez, là, d'un seul coup, il n'y a plus de pétrole, donc les camions ne circulent plus. OK, comment est-ce qu'on mange? Voilà. Comment est-ce qu'on prend soin des plus âgés? Comment on prend soin des enfants? Comment est-ce qu'on se chauffe? Comment est-ce qu'on répond à nos besoins vitaux? Et puis là, si on se pose cette question, eh bien, on va commencer à dérouler une petite pelote et on va se rendre compte que d'un seul coup, bien, tous nos besoins, ils sont centralisés, ils sont dans les mains de structures décisionnaires qui nous échappent totalement, qui sont souvent même transnationales. Donc alors là, pour le coup, ça nous échappe totalement. Et que ça, c'est pas possible. Donc là, on va dire, OK, d'accord, alors si on veut faire autrement, comment on fait? OK, bah, pour la nourriture, comment on s'y prend? Quels seraient nos besoins? Bon, il faudrait installer des agriculteurs, des maraîchers. OK, d'accord, ben on s'y va, on y va. Quels sont les terrains qui sont disponibles? Comment on s'y... Et tout ça, toutes ces questions collectives, ben, elles vont démarrer de la base. Et pour moi, cette notion d'autonomie, elle est vraiment essentielle. Parce qu'on ne peut pas avoir de liberté sans autonomie. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire la liberté de faire des choix et de déterminer la qualité de ce que l'on veut simplement manger, par exemple. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il peut toucher tout le monde, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les orientations politiques. Et puis, petit à petit, dérouler. Parce que qu'est-ce qu'on veut manger? Quel système de santé on veut? Est-ce qu'on veut un système de santé ou est-ce qu'on veut un système de traitement de la maladie? Ça, c'est une vraie question à poser. Et puis, tu vois, ça, par exemple, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu entraîné. Mais globalement, quand je discute avec les gens, quand je leur pose la question en ces termes-là, je leur dis, est-ce que vous voulez que les médicaments soient mieux remboursés ou est-ce que vous voulez avoir un meilleur état de santé? Mais, je veux dire, 100% des personnes, en riant, me disent « Non, mais en fait, ce que je veux, moi, c'est être en santé. » OK, d'accord. Alors, si tu veux être en santé, est-ce que tu penses que le plus important, c'est de mieux rembourser les médicaments ou c'est de mettre en place des systèmes d'éducation et de capacité à accéder à une meilleure santé? Par exemple, est-ce que tu crois que ça serait important que tu puisses accéder plus facilement à des fruits et des légumes de qualité? Est-ce que tu crois que ça serait important que dans ton travail, tu puisses avoir des moments de pause où tu peux aller souffler un petit peu au soleil plutôt que d'être toute la journée enfermé devant un ordinateur? Je veux dire, où tu places ta priorité?
Si on se met d'accord sur le fait que la priorité, c'est d'améliorer la santé et non pas de mieux rembourser les médicaments, eh bien, on va prendre une série de décisions collectives qui vont nous mener à ça. Et donc, c'est toutes ces questions qui sont fondamentales à poser. Et je suis persuadé, pour l'avoir expérimenté et pour l'expérimenter, qu'à partir du moment où on parle intelligemment aux gens à partir de leurs besoins, tout le monde comprend. Cette question simple, pour l'instant, je n'ai jamais personne qui m'a dit « Ah non, moi je veux que les médicaments soient mieux remboursés ». Non, bien sûr que non, évidemment que non. Et pareil pour les enfants, pareil pour l'éducation, pareil pour tous les domaines. Qu'est-ce que vous voulez? La plupart des gens, ils veulent une qualité de vie. Ils veulent une qualité de vie, ils veulent la paix, ils veulent une bonne entente avec leurs voisins, ils veulent avoir la possibilité d'avoir un environnement dans lequel ils s'épanouissent. Et on a tous les mêmes besoins. Et j'ai une vieille dame, quand j'étais jeune, une fois, à qui j'avais demandé, je ne sais plus comment, dans quelle conversation c'était apparu, mais elle m'avait dit, d'une certaine manière, elle me dit, moi, le secret de ma vie, parce que c'était une dame qui était très, très joyeuse, malgré des circonstances de vie qui avaient été très dures pour elle, elle me disait, moi, la phrase qui a toujours guidé ma vie, c'est trouver des solutions collectives à nos besoins individuels. Et ça, je pense que c'est une phrase qui est très, très forte, parce qu'en fait, si on fait le tour, on a à peu près tous les mêmes besoins individuels, mais sauf qu'on se croit isolé dans nos besoins. Et si d'un seul coup, on commence à parler et à mettre au centre nos besoins tous et se rendre compte qu'on a tous les mêmes besoins, eh bien, on va élaborer automatiquement des solutions, et c'est l'intelligence collective qui va les élaborer, qui vont nous permettre à tous de satisfaire nos besoins individuels dans le cadre d'une collectivité. Donc, on est vraiment purement dans le champ politique. Le système de la maladie et de la dépendance m'a censuré, muselé, caricaturé, diabolisé, menacé et finalement totalement bloqué. Donc on sait d'emblée que tu étais sur un terrain miné, maintenant tu te lances en politique, donc tu vas carrément en pleine tranchée. Sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, tu rejoues Verdun, tu vas te retrouver donc confronté à un plateau de thématiques. Alors je veux bien qu'on se projette positivement dans cette utopie, et j'aime pas ce mot-là, je dirais dans cette possibilité, dans cette ligne temporelle où tu es en première ligne, peut-être voire au second tour des présidentielles et voire même élu. Qu'est-ce que tu vas appliquer? On va reprendre chacun des points. En premier lieu, l'autonomie. Est-ce que tu prévois, parce que tu parlais de cette centralisation, effectivement, on ne gère plus rien, tout est géré à Bruxelles. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire tout ça sans sortir de l'OTAN, du FMI et de l'Union européenne dans un premier temps. Est-ce que tu comptes engager l'article 50 pour sortir de l'UE? Est-ce que tu sais que ça va t'associer à un clivage, hein? Tu voulais sortir des clivages aussi, c'est ce que j'ai pu voir, et ne pas être assimilé à la droite ou à la gauche. Malheureusement, c'est leur arme principale. Qu'est-ce que tu pourras entrevoir par rapport à tout ça? Mais si tu veux, pour moi, il me semble, avec tout mon respect, que c'est prendre le problème à l'envers. Parce que chacun y va. Oui, alors il faut supprimer l'Europe, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'OTAN. Alors, c'est pas l'Europe. Il faut y rester. Alors, ça, c'est un amalgame très important parce qu'on parle de l'Europe historique. L'Union européenne, c'est un projet. De l'Union européenne. Donc, on est complètement d'accord. Et pour moi, cette question-là, c'est même pas une question que je vais aborder parce qu'elle sera la conséquence d'un positionnement. C'est-à-dire que d'un seul coup, si on commence à réfléchir en termes d'autonomie et de qualité de vie, automatiquement, effectivement, il y a une évidence qui va s'imposer à tout le monde. Et donc, on ne sera plus dans la discussion de est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas. Ça sera juste une étape absolument nécessaire pour mettre en place le système qu'on veut voir advenir. C'est-à-dire que, évidemment, actuellement, si tu vas interroger n'importe quel agriculteur, il va te parler de ce qui se passe avec l'histoire du Mercosur ou des choses comme ça. Mais les GOPE, les grandes orientations politiques européennes qui sont imposées, c'est à l'origine même de tout ce qui arrive. C'est à l'origine même de la perte d'autonomie globale, de la disparition de la paysannerie et ainsi de suite. Donc, si d'un seul coup, on se dit que collectivement, notre objectif, je crois qu'actuellement, il n'y a plus que 400 000 paysans, je crois, alors qu'il y en avait 10 millions juste après l'après-guerre, quoi. Il y a 400 000 paysans. Je crois que je sais plus qui j'entendais qui disait qu'il y a 300 000 licenciés des clubs de pétanque actuellement et il y a 400 000 paysans. Donc, il y a presque plus de gens qui pratiquent la pétanque sportive que de paysans. Donc, non, mais c'est dramatique pour nourrir un pays de. Enfin, j'ai rien contre la pétanque. Moi, je suis un pays où on joue beaucoup à la pétanque, mais quand même, enfin, tu vois, en termes d'ordre de priorité ou en termes de besoins vitaux, la pétanque, ça en fait pas partie. Donc, je veux dire, si on se dit d'un seul coup, ok, notre priorité, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'agriculteurs, voire même, je dirais, de paysans, et de réfléchir à cette notion agriculteur, paysan, c'est quoi la différence entre les deux et quelles sont les finalités? Eh bien, automatiquement, à un moment, on va se dire, ok, d'accord, mais si on veut qu'ils se développent, eh bien, il faut leur assurer aussi un niveau de vie, une qualité de vie qui soit suffisante. C'est-à-dire que si tu as des produits qui arrivent de n'importe où à des prix complètement cassés, ben c'est intenable pour eux. Donc, automatiquement, il va y avoir une cascade de conséquences qui va faire que le choix de sortir ou de rester dans l'Union européenne ne sera pas le choix d'un individu qui gueule fort et qui veut pousser son truc et qui défend une idéologie. Ça sera juste le choix de
toute une nation qui dit, mais en fait, pour arriver aux finalités qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'autonomie, la qualité de vie, eh bien, il va falloir automatiquement faire ceci ou faire cela. Tu vois, donc, c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit pas la décision d'un seul, ou d'un mouvement, ou d'un groupe en particulier, mais que ça soit la décision de toutes les personnes, parce que je suis certain que c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Mais c'est une logique, c'est une évidence, effectivement. C'est QFD même, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vas l'inclure à ton programme ? Alors c'est compliqué, je vais te dire, et d'ailleurs le fameux programme, il oscille, et d'ailleurs je pense qu'il va avoir 2 pieds ce programme, parce qu'il va y avoir une partie du programme qui va avoir un pied dans le système politique tel qu'il est structuré actuellement, parce que ça vaut le coup de le jouer, mais avec très peu d'illusions quant à sa capacité à réellement rentrer dans le champ politique. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu parlais par exemple de la barrière des 500 maires, si elle n'est pas passée, de toute façon, tu te fais recaler. Donc pour moi, ne jouer que ce jeu-là, ça serait une profonde erreur, parce que ça serait taper à la porte encore et encore en quémandant le droit de rentrer dans ce petit cercle fermé de personnes qui sont autorisées à faire de la politique. Donc, il y aura un pied là-dedans automatiquement, mais le principal pied, il va d'abord et avant tout être dans la structuration de ces comités locaux, dans cette habituation à la pratique de la démocratie directe. Et on citait Étienne Chouard, par exemple, avec ses ateliers constituants. Il a fait un travail de terrain qui est juste absolument extraordinaire et qu'il faut continuer. C'est-à-dire montrer aux gens qu'ils sont capables de décisions politiques, ils sont capables de donner leur avis, quel qu'il soit, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur niveau d'études. Ils sont capables, si on prend le temps de leur expliquer, ils sont capables de prendre des décisions fortes pour le devenir de tout notre pays. Et donc, il va falloir en même temps danser sur un pied qui est dans le système politique, en sachant que ce pied-là, il a des grandes chances de se faire entraver, et danser sur un pied qui, lui, sera beaucoup plus ancré sur le terrain pour réellement convertir doucement et faire passer le message le plus largement possible à l'échelle de toute la population. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, celui sur lequel je parie le plus, c'est le second pied, celui qui n'est pas dans le système politique institué comme il est actuellement, pour des tas de raisons. Premièrement, parce que, comme tu le dis, il y a le barrage des 500 voix, des 500 maires, et ça risque d'être très difficile à passer. Deuxièmement, parce que, comme tu le disais aussi précédemment, eh bien, moi déjà, en m'investissant dans le champ de la santé, je l'ai déjà payé extrêmement cher, et je sais qu'une tête isolée qui va, allons-y, le point levé, et ainsi de suite, bon, il a toutes les chances d'être une cible plus. Et je pense que c'est normal, parce que tant qu'on est dans des systèmes comme ça qui sont centrés sur une seule personne, on n'est pas réellement dans l'essence même du projet politique, qui pour moi est un projet, je vais utiliser des grands mots, mais qui est un projet autant politique que spirituel. C'est vraiment une espérance pour une population. Et je me souviens, c'était en Sardaigne, je crois, les Sardes sont un peuple qui ont été très longtemps libertaires, et il y a un village de Sardaigne où il y a des fresques murales qui sont très, très connues. Je ne me souviens plus le nom de ce village. Et il y en a une qui m'a toujours marqué. Je l'avais imprimée. On voit une espèce de champ de bataille, désertique, désolé, et ainsi de suite. Et puis, on voit un vieil homme assis sur un banc un petit peu épuisé, là. Et il y a marqué « Heureux les peuples qui n'ont pas besoin de héros ». Et je pense que ça, c'est vraiment le message, moi, que je veux retenir pour l'avènement d'un nouveau modèle. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de héros au sens des héros qui portent toute la charge sur eux. Oui, des gens qui sont moteurs, des gens qui redonnent de l'espérance, des gens qui réveillent notre motivation. Bien sûr qu'on en a besoin. On en a tous besoin. Et on a tous été touchés par des paroles de gens inspirants, ainsi de suite. Mais une seule personne qui va aller au pouvoir tout seul, que tout le monde va pousser et qui va être juste la tête à dégommer, et qui, s'il accède au pouvoir, sera le première personne à corrompre pour pouvoir détourner l'exercice du pouvoir, pour moi, c'est un système qui est beaucoup trop dangereux. Tu prends l'analogie de l'hydre de 100 têtes. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour le système de venir entraver ça. Par contre, tu vas être confronté aux égos respectifs de tout à chacun. Et quand on essaye de fédérer, c'est très, très compliqué. Alors, je me fais toujours l'avocat du diable, bien entendu. J'essaye de mettre toutes les objections auxquelles tu pourras être confronté par la suite. Mais moi, je pense que Tamara aussi a compris le système. On parle d'un nouveau paradigme. Tu veux construire un nouveau paradigme et commencer à avancer cette nouvelle société en parallèle, quand bien même le système l'approuve ou non, quand bien même tu passes aux élections, tu es si assez réaliste, tu entrevois plus la seconde option. Bon, il se peut que la première soit envisageable aussi. Pourquoi pas ? Mais c'est là où on est dans le domaine de la grâce. Si c'est ça le chemin, bon, ok, on ira comme ça. Je ne veux pas l'exclure. Qui je suis moi pour exclure un chemin ? Mais ma part rationnelle réaliste pense que c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais si tu veux, ce qui me meut d'abord et avant tout,
c'est une espérance. Voilà. Je me rends compte que le système tel qu'il est structuré actuellement est un système qui n'a aucune espérance dans l'homme. Alors l'homme au sens général du terme, je ne veux pas faire de sexisme, mais qui n'a aucune espérance dans l'homme. C'est-à-dire qu'on pense que le seul moyen d'obtenir quelque chose de relativement bon d'un individu, c'est de lui faire peur avec de la menace, du chantage, la prison, la police, les amendes. Sinon, on n'obtiendra rien. Donc c'est la coercition, qui pense que la plupart d'entre nous, on est incapable de prendre des décisions collectives. Donc, il faut qu'on élise des gens qui sont spécialistes de la spécialité pour prendre ces décisions pour nous. Et donc, il y a un mépris profond, mais viscéral, intrinsèque à ce système, un mépris profond de l'humain en tant que tel. Alors que le pari que je fais, c'est le pari radicalement inverse. C'est une espérance formidable de penser que chacun d'entre nous, on est capable de faire le bien, et sans être menacé, sans y être obligé, simplement parce que comme un père fait du bien à son enfant, comme un mari ou une épouse fait du bien l'un à l'autre parce qu'ils s'aiment, parce qu'il y a cet amour qui les relie, eh bien on est capable de faire le bien gratuitement. On est capable de prendre des décisions pour le bien collectif, on est capable de se poser tous et de trouver des solutions qui seront certainement plus efficaces, plus autonomes et plus porteuses d'espoir et de renouveau qu'une personne corrompue. D'ailleurs, c'est ce que je disais en rigolant à un ami, là, c'était hier, je crois qu'on en discutait, parce qu'il me dit, oui, mais la plupart des gens, ils sont incapables. Et je dis, tu sais, je crois qu'une décision faite par un incapable est beaucoup moins dangereuse qu'une décision faite par un corrompu. Donc, au final, et puis l'incapable, il peut devenir capable. Le corrompu, une fois qu'il est corrompu, quand le cœur est corrompu, c'est fini. Donc, moi, je pense que... En fait, je te dis, je reviens à ce que je disais précédemment. On est 60 millions en France, on est combien dans le monde? J'ai pas les chiffres en tête, mais on est tous sur le même bateau, en fait. On est tous sur le même bateau. Et si on commence pas à se dire, punaise, mais on va commencer à avoir du respect les uns pour les autres, à une espérance, à penser on peut y arriver. Mais de toute façon, on est sur le même bateau. On peut pas faire autrement. Donc, on peut pas imposer notre pouvoir par la force. Ça ne marche pas. Les structures de coercition sont toujours des structures extrêmement fragiles et surtout très peu épanouissantes pour l'individu et qui conduisent à des fiascos comme on a actuellement. Je veux dire, au niveau sociétal, on ne fait plus société. Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi faire société? Je veux dire, actuellement, la société française, pour moi, ça n'a aucune réalité. C'est du clanisme, alors tel clan contre tel clan, telle religion contre telle religion, tel sous-groupe contre tel sous-groupe, mais on fait plus société. Et pourtant, je suis pas le seul à pressentir qu'on va vers des périodes de transition qui vont être quand même assez chahutantes, que ça soit sur le plan économique, écologique, à tous les niveaux, et que si on ne se serre pas les coudes, en fait, on ne va pas y arriver. Enfin, je ne crois pas au salut individuel, moi. Je crois au salut collectif. Il ne peut pas être autrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, il va falloir s'intéresser à l'autre. Il va falloir l'inclure dans nos choix, dans nos décisions, et ne pas penser que le seul moyen d'y arriver, c'est d'imposer à l'autre par la force notre choix. Moi, j'y crois pas. Et je ne veux pas croire en ça. Et puis, de toute façon, je vois que ça ne marche pas. Oui, et puis par l'autre, tu prends en considération le tout autre, hein, c'est replacer l'humain au centre du vivant. L'autre, c'est pas que l'humain, c'est aussi le végétal, c'est aussi l'animal, c'est vraiment le tout autre. Ça, je trouve ça hyper inspirant parce que finalement, en écoutant un petit peu ces différentes présentations, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sens et que ça déroule et que ça inspire déjà plein de solutions de façon facile, simplement en plaçant le vivant au centre de la réflexion. Et du coup, on peut décliner absolument dans tous les domaines politiques actuels, que ce soit l'économie, le transport, la communication, l'éducation, la santé, blablabla, simplement en se posant cette question, est-ce que ça va dans le sens du vivant ou pas? Et si c'est pas le cas, du coup, comment est-ce qu'on peut honorer le vivant? J'ai trouvé ça hyper pertinent et ça ouvre tout un champ des possibles, effectivement, en termes de solutions qu'on ne verrait pas émerger si on prenait le problème dans l'autre sens. Et puis, ça fait sens aussi avec ce que tu nous insuffles et qu'on ressent tous à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si on va pas dans cette direction, c'est du suicide. Et c'est juste du pragmatisme. Hein. C'est ça, une façon de redistribuer les cartes qui fait bon sens. Moi, la grande question, c'est comment on va le matérialiser, en fait, à chaque fois, et comment on va le concrétiser. Ah là, sa sensibilité féminine, j'ai ma sensibilité très masculine. Non, pardon, Rudy, c'est pas qu'une histoire de sensibilité. C'est si tu te prends, moi, j'invite chaque auditeur à se poser la question, juste se poser la question. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme domaine qui ne me convient pas? Déjà, moi, dans ma vie ou dans ma localité, dans mon quartier, etc. Il y en a plein. D'accord. On les sépare par des petites étiquettes, comme il y a les ministres, d'accord? Transport, économie, agriculture, blablabla. Et juste se poser cette question. Si on devait prendre une mesure, une seule, qui respecte un petit peu plus le vivant,
Et ben, tu verras qu'il y en a plein des solutions. Donc les concrétiser, ben, c'est déjà les amener, les proposer et puis passer peut-être, comme nous disait Thierry, étape numéro 1, que les gens se regroupent, ils réfléchissent ensemble et prennent des décisions et pourquoi pas commencent déjà à œuvrer. Bon, on va commencer à en voir certaines. Dans un premier temps, je voulais parler d'économie avec toi. On a des monnaies locales qui se sont lancées. On a la June, la G1. On devait interviewer les représentants de cette monnaie, de cette crypto-monnaie qui interdit toute spéculation et qui a déjà engendré une belle communauté avec des G-marchés à travers la France un peu partout. Qu'est-ce que tu entrevois aussi par rapport à l'économie en France ? Alors, là encore, toujours pareil, je n'ai pas botté en touche, mais je reviens toujours. Les décisions économiques seront la conséquence d'un positionnement éthique initial. C'est-à-dire que, comme disait Tamara, finalement, OK, on va mettre le vivant au centre de l'équation, d'accord ? Donc, il nous faut une économie au service du vivant. OK, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire une économie au service du vivant ? Parce qu'actuellement, on se rend compte que par les systèmes de spéculation et choses comme ça, on finance, nos simples dépôts en banque, par exemple, financent l'économie de la guerre, l'économie du meurtre, l'économie de la destruction de la planète. Donc, OK, d'accord. Donc, ça ne nous va plus. Si on met le vivant au centre de l'équation, ça ne nous va plus. Et maintenant, on veut avoir une monnaie, on veut avoir un système d'échange marchand, parce que les échanges marchands, ça existe et il n'y a pas de négativité éthique là-dedans. Hein, ça fait partie même de la mise en relation des individus. OK, comment est-ce qu'on met en place un système économique qui permet d'être au service du vivant exclusivement ? Alors, tu parles de la June, par exemple, ça en fait partie. Donc, il y a des tas d'expériences qui ont été menées avec des monnaies qui ne permettent pas la spéculation, qui ne permettent pas la thésaurisation, qui ne permettent pas finalement une accaparation et une accumulation, de la monnaie qui est indexée sur des valeurs éthiques qui nous correspondent. Par exemple, comment ça se fait qu'on gagne de l'argent en vendant des armes, mais que par contre, quand on va faire un acte gratuit, par exemple, quand un jeune va aller voir une grand-mère qui est toute seule chez elle pour passer le Noël avec elle, simplement, et là, par contre, il n'est pas payé pour ça. Donc, de ce coup, on va avoir de la création de valeur sur quelque chose qui propice à la destruction de la vie, et on ne va pas avoir de la création de valeur sur des actes qui sont du domaine de l'altruisme et du soutien de la vie. Il y a peut-être une réindexation à faire complètement. Donc oui, automatiquement, ça va passer par une réappropriation de la monnaie. Et réapproprier la monnaie, là encore, on va retomber dans la même chose. Vouloir réformer la monnaie actuelle, ça paraît complètement délirant. C'est-à-dire, c'est pas possible. Les structures telles qu'elles sont, elles font qu'on ne pourra pas la réformer. Donc, on crée à côté. Et des initiatives comme le June, par exemple, sont parfaitement en alignement, en adéquation avec tout ça. Moi, à partir du moment où on va mettre au centre de l'équation cette notion de vivant et qu'on va le dérouler, eh bien, on va arriver à ce genre de solution. Mais pas en l'imposant, pas en disant il faut faire ça. C'est juste que, OK, d'accord, les amis, si on veut mettre le vivant au centre de l'équation, alors à ce moment-là, automatiquement, ça va nous conduire à cette solution. Donc, ça sera une solution qui sera cooptée parce qu'à la base, on aura tous acté que pour ne pas conduire à un suicide collectif, il va falloir qu'on mette cette notion de vivant au centre de l'équation. Et ça sera pareil en agriculture, par exemple. Si on veut mettre le vivant au centre de l'équation, on va dire, OK, d'accord, mais le vivant, c'est pas simplement le vivant humain, animal, végétal, et le microbien là-dedans. On n'en parle jamais, mais le vivant microbien, l'ensemble des microbes qui constituent la masse essentielle de tout notre écosystème, quand est-ce qu'on commence à les écouter eux aussi? Parce qu'ils ont des besoins. Puis en fait, c'est des besoins fondamentaux parce qu'en fait, on dépend totalement d'eux. OK, mais si on veut respecter le monde microbien, par exemple, OK, on va se poser des questions sur ce qu'on répand dans nos champs, sur la façon dont on traite notre terre. Et tout ça, ça va avoir des conséquences. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de sortir d'une espèce de positionnement idéologique et partisan, de se retrouver sur une espèce de dénominateur commun indiscutable. Voilà, c'est ça. Le truc indiscutable, c'est on est vivant. Si ce que nous faisons, si nos actions soutiennent le vivant, ça va dans le bon sens. Si elles détruisent le vivant, on est tous en train de se suicider. Et toi, moi, que tu sois de gauche, de droite, blanc, noir, homo, hétéro, tout ce que tu veux, on s'en fout. On n'est plus en train de discuter de ça. C'est-à-dire, si tu es en train de détruire le vivant, tu es en train de t'auto-détruire. Donc, on a ce commun ensemble. Et à partir de ce commun, maintenant, on déroule la pelote dans tous les domaines. Donc, ça va partir comme une espèce d'étoile dans toutes les directions. Et dans chaque comité, il y a des gens qui vont dire, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le vivant dans l'éducation. OK, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on met le vivant dans l'éducation ? Comment est-ce qu'on transforme notre éducation en une éducation qui apprenne aux gens à s'émanciper, à développer leur esprit critique, à développer leur liberté, leur indépendance, leur responsabilité, plutôt que de développer la soumission, la démission et l'infantilisation. Est-ce que le système de notes, par exemple, dans les écoles est adapté ou n'est pas adapté ? Est-ce que la pédagogie négative qui est appliquée actuellement, dans laquelle on sanctionne les erreurs
Et est-ce qu'elle est adaptée? Oui, non. Ah ben non, ça ne peut pas marcher parce que si on sanctionne l'erreur, en fait, ça pousse les gens à avoir peur de l'échec. Ainsi de suite. Ok, d'accord. Bon, mais on prend des décisions, mais toujours en partant de ce point initial, de ce point fondamental et de ce point. En fait, ça va être le seul moment où il y aura une espèce d'adhésion à réaliser. C'est-à-dire, est-ce que tu penses, tu vois, ça c'est la question que je poserai à chaque personne, c'est est-ce que tu penses qu'il est indispensable de mettre cette question du vivant au centre de l'équation, oui ou non? Si tu ne penses pas que ça soit le cas, bon, je vais prendre 5 minutes pour t'expliquer pourquoi je pense que tu fais erreur. Et si tu ne veux pas l'entendre, alors ok, d'accord, là, il y a un truc qui nous fait diverger radicalement. Mais si tu es d'accord avec moi sur ce point-là, et je pense que ça sera très difficile si tu vas vraiment au fond des choses, de le rejeter comme proposition. Alors, si tu es d'accord, on se rejoint là-dessus et à partir de ce moment-là, on commence à dessiner un monde qui respecte ce principe. Et tu vas voir que ce monde, il va avoir un visage radicalement différent de celui qu'on nous propose actuellement. Et en plus, tu vas voir que ce monde, non seulement va avoir un visage radicalement différent, mais qu'à le vivre et à l'expérimenter, tu risques d'y éprouver beaucoup plus de joie, de bonheur et d'enthousiasme. Et tout ça, ça va passer par la synthèse de tous ces comités et de tous ces débats, de toutes ces assemblées qui auront lieu, qui ont déjà lieu, j'imagine. Et là, ce qu'on fait actuellement, c'est ça. On est en train de faire une petite assemblée, nous trois. Exactement. De débattre sur chacun de ces points, donc d'impulser, de donner une dynamique à ça. Il n'y a aucune verticalité. Je comprends que tu veux t'éloigner de cette verticalité. Je pense que ça sera une diagonale parce que l'horizontalité pure et dure va être très très compliquée. Il va falloir éventuellement recueillir tous les avis donnés de part et d'autre partout en France. Il va falloir bien entendu prendre des décisions si on veut les appliquer sur le terrain opérationnel. Et il va falloir trancher à un moment ou à un autre. Il y aura forcément une question d'autorité qui va revenir. Maintenant, c'est là où c'est intéressant. Moi, je voulais en finir sur l'économie. L'économie, par exemple, on a tous des questions, notamment par rapport au système fiscal. On finance, comme tu le disais, des choses qu'on n'a pas envie de financer. Et là, on a affaire en France à du racket. On a de l'optimisation qui se fait à tire-larigot pour la caste, pour les élites. Et sinon, pour la plèbe, ça devient très, très, très compliqué. On a une monnaie qui est basée sur l'euro. Je pense qu'on peut sortir de l'euro. Ça revient à sortir de l'Union européenne, encore une fois. On peut éventuellement aussi cibler un retour vers le franc. La June, cibler une autre monnaie locale. Je sais qu'il y a plein de monnaies qui se développent actuellement. On peut arrêter cette indexation sur rien, cette monnaie de singe, la réindexer éventuellement sur du dur, alors peut-être pas sur l'or ou l'argent, effectivement, mais sur des valeurs peut-être plus humaines, encore plus vivantes. Tu parlais aussi de l'école. Alors tu dis une éducation libératrice, une école qui émancipe et qui éduque plutôt qu'un système de normation et de dressage moderne. Est-ce qu'on a des bases? Est-ce que tu penses à l'école, au modèle Steiner, par exemple, au modèle Montessori? Des modèles, il y en a énormément qui ont été expérimentés et chacun va apporter une part de réponse. Tu parles du modèle Montessori, par exemple, que je connais assez bien. Le modèle Montessori, il excelle dans le domaine des apprentissages autonomes. Voilà. C'est pas un modèle qui excelle dans la construction de la communauté, de la collectivité, mais par contre, c'est un modèle qui excelle dans les domaines de l'apprentissage autonome. Ben, génial, on a cet outil, c'est un outil. Après, il y a d'autres expériences qui ont été menées. Moi, je pense par exemple au système Freinet, par exemple, qui lui travaillait beaucoup plus la dimension collective, politique, implication et ainsi de suite. Donc, et puis la dimension les écoles, ce qui a été expérimenté dans les écoles anthroposophiques, donc Steiner, comme tu le dis, c'est plus la dimension du sacré, du beau, de la beauté, de l'art, la dimension artistique qui va être intégrée. Donc tout ça, ce sont des outils. Mais à la base, pour moi, là encore, la question, elle est toujours la même. Est-ce qu'on va mettre le vivant au centre de l'équation, au niveau de l'école? Alors, je suis désolé, parce que je reviens à chaque fois sur mon truc, donc ça fait un peu le mec qui est obsédé. Mais parce que l'idée, c'est vraiment de se retrouver sur ce fondamental. OK, on met le vivant. Comment fonctionne le vivant? Je veux dire, globalement, je te prends à toi, Rudy, je te dis, tu n'as jamais tiré à l'arc. Je te dis, voilà, je te donne un arc, je te donne une flèche, je te donne une cible à 30 mètres. Il va falloir que tu mettes la flèche dans le centre de la cible. Toi, tu me dis, OK, je vais m'entraîner, je vais y arriver. Je dis, attends. Juste, il y a un truc. À chaque fois que tu rates le centre, je te coupe un doigt. Là, d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas refuser de tirer automatiquement parce que tu dis, attends, il y a très peu de chances que du premier coup, je l'atteigne et je vais perdre des doigts dans ton histoire de jeu à la con. Alors que si je te dis, tu as autant de flèches que tu veux, tu as tout le temps que tu veux, et quand tu mets la flèche dans le centre, à ce moment-là, tu accèdes à un truc qui te motive encore plus. Bon, automatiquement, tu vas arriver à un moment où tu vas arriver à mettre la flèche en permanence dans le centre, d'accord? Et c'est comme ça que fonctionne le vivant. Le vivant, il fonctionne uniquement par essai et erreur. L'erreur étant juste un temps d'ajustement où tu vois l'écart entre ta prévision et la réalité. Et puis, à force d'essai, ce qu'on appelle cette erreur, elle se réduit jusqu'à ce que
ta prévision coïncide réellement avec ce qui va être réalisé. Ça, c'est un principe de fonctionnement du vivant. Bien, commencer à indexer l'école là-dessus. Un système qui se base sur une notation, par exemple, qui prend en compte l'erreur, est un système qui empêche toute forme d'apprentissage. C'est tout. C'est pas compliqué. Il y a énormément de spécialistes des neurosciences qui nous le disent. En fait, tu paralyses l'enfant complètement. Il est tétanisé, il est sidéré littéralement parce qu'il a peur de faire une erreur. C'est normal. C'est-à-dire, on est dans un système qui ne peut pas fonctionnellement. Et il y a des tas de gens qui ont travaillé là-dessus. On a maintenant énormément d'écrits scientifiques. On a tous les outils. C'est vrai qu'on est dans un pays où les spécialistes, les gens qui sont passionnés, qui sont investis, qui sont experts dans l'expérience, experts parce qu'ils ont expérimenté et ne sont pas du tout écoutés. Et là, quand je t'entends, j'entends les lois naturelles de l'enfant. Donc j'entends Je pensais à Céline Alvarez, bien sûr, évidemment, qui l'a démontré de manière fabuleuse, Oui, et qui s'est pris les foudres du système, Oui. mais à un point hallucinant, alors qu'elle a eu une démarche qui est purement scientifique. Alors là, pour le coup, on ne peut pas être plus scientifique. Elle est partie des principes fondamentaux. Elle a élaboré une proposition qu'elle a expérimentée dans sa propre classe et ensuite, elle l'a reproduit dans d'autres classes. Donc, je veux dire, c'est une démarche d'une rigueur scientifique absolue. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a ? On a une levée de bouclier, ce qui prouve que le système n'a aucun intérêt, le système tel qu'il est structuré actuellement, n'a aucun intérêt pour le vivant et pour ce qui est du domaine du vivant. Et donc, c'est bien ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on est tous les esclaves d'un système qui n'a aucun intérêt pour qui nous sommes. On est tous victimes d'une certaine manière. Mais c'est l'antivie même qui est caractérisée par ce système. Oui. C'est pour ça que tu es en pleine tranchée à Verdun, quoi. On pose question de qui tire les ficelles. On est obligé de se la poser cette question parce que c'est effectivement du bon sens que de remettre ces lois naturelles en éducation, en économie, etc. C'est-à-dire, bon, comment ça se fait que n'importe qui accède au pouvoir derrière, c'est le théâtre de Guignol, quoi. Donc il y a peut-être, est-ce que tu as déjà pensé à ça aussi, de te dire, bon, ok, au niveau local, ok, au niveau national, mais sur la scène internationale, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme défi ou comme challenge? C'est obligatoirement, l'idéal, ça serait un mouvement à l'échelle de la planète tout entière. Mais là, à mon échelle, pour l'instant, moi, ce que je vise, c'est le niveau local et national, déjà, en espérant qu'un tel exemple, parce que je suis pas le seul à le penser, et c'est pas d'une espèce de patriotisme aveugle, mais je pense que la France, même si au niveau économique, elle n'a pas un rayonnement actuellement qui est extrêmement brillant, je pense que la France est quand même un pays qui est très regardé, qui est très observé et qui pèse, quoi, d'une certaine manière, qui pèse dans le game, même si maintenant, actuellement, on est devenu quand même la risée, je pense, de pas mal de pays. Mais il y a quand même une historique, il y a une imprégnation, et je dirais même bien au-delà même de ce qui est tangible, quoi. Je pense que vraiment la France a un rayonnement important et qu'elle peut le retrouver. Et je me dis qu'une expérience telle que celle-là, si elle venait à être couronnée de succès et amener vraiment une transformation profonde, ne pourrait que faire boule de neige. Surtout que tous les humains sont pareils d'une certaine manière. On passe notre temps à voir nos différences, alors qu'en fait, on a tous les mêmes besoins. Je vais voir un Indonésien du fin fond de Sumatra, je lui dis qu'est-ce que tu veux, et il va me dire je veux pouvoir être bien avec mes enfants, je veux que mes enfants soient heureux, que ma femme soit heureuse, je veux pouvoir passer du bon temps avec mes amis, je veux pas être malade, on a tous des besoins fondamentaux qui sont exactement les mêmes. Et donc, je pense qu'on se rejoint tous. On se rejoint absolument tous. Et c'est ça la base du message. C'est-à-dire, on a exactement tous les mêmes messages, enfin les mêmes besoins et les mêmes prérogatives. Et tu me demandais finalement qui tire les ficelles. Je pense que c'est très, très compliqué à répondre parce que je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment, alors je sais pas, peut-être que je m'illusionne et peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais qu'il y ait vraiment des gens qui soient conscients, littéralement, de tirer les ficelles. Je pense qu'il y a d'abord et avant tout la corruption intellectuelle, la corruption spirituelle et la corruption monétaire qui fait qu'on ferme les yeux. On ne veut pas voir. On veut pas voir et on passe rapidement devant le gars qui fait la manche dans la rue parce qu'on n'a pas envie de donner, quoi, tu vois, et puis on fait comme si on n'avait rien vu, quoi. Ou le gars qui fait du stop sur le bord de la route alors qu'il pleut et puis que nous on est au chaud dans notre bagnole et qu'on n'a pas envie de s'emmerder. Alors on détourne le regard, on fait comme si on n'avait pas vu et on espère que personne nous a vu, sauf qu'on a une conscience qui nous regarde quand même et qui nous juge en permanence. Et je pense que c'est d'abord et avant tout la corruption. Mais au sens le plus profond de ce terme-là. Hein. La corruption, c'est vraiment le dévoiement, c'est la notion même de péché, hein, finalement, c'est de rater la cible. Parce que pour moi, il y a soit le vivant, soit le non-vivant. Donc, soit tu es au service du vivant, soit tu es au service du non-vivant. Si tu es au service du non-vivant,
tu es au service de la destruction de l'humain. Et d'un point de vue spirituel, c'est celui qui a été décrit comme le Satan, d'une certaine manière. Donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu spirituel très, très, très fort. Et si on se dit au service du vivant, alors à ce moment-là, il va falloir l'incarner. Arrêter de faire comme si on n'avait pas vu le mec qui fait du stop sur le bord de la route alors qu'il pleut. Arrêter de détourner le regard et commencer à regarder réellement les choses pour ce qu'elles sont. Regarder son voisin, regarder son proche et commencer à s'y investir. Mais ça demande de la responsabilité, ça demande du temps, ça demande du courage. Et le courage, c'est cœur, hein, c'est le cœur à l'ouvrage, et d'une certaine manière. Tout ça, ça demande vraiment un changement profond de chaque individu. Ça demande une espèce d'énorme sursaut de conscience. Et c'est là où je retrouve le terme qui avait été utilisé par Pierre Rabhi à l'époque, l'insurrection des consciences. Parce que si on ne se base pas sur la conscience, il n'y a rien qui est possible. C'est notre conscience qui nous rattrape. C'est notre conscience qui fait que de temps en temps, alors qu'on a fait de la merde, on a fait du mal à l'autre, de seul coup, on se retrouve un soir à se dire « Putain, c'est pas possible, en fait, je peux pas continuer comme ça ». C'est notre conscience qui nous rattrape, c'est notre conscience qui nous interpelle, c'est notre conscience qui nous fait mal à certains moments, et c'est notre conscience qui peut nous pousser à faire le bien gratuitement. Donc, la notion de conscience est essentielle, et on est tous doués de conscience. Même ceux qui ont l'air perdus, moi je fais partie de ceux qui espèrent et qui continueront toujours à espérer dans l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. Ça fait partie aussi de ma foi. Je me souviens toujours, moi, quand je lis les évangiles, comment Jésus appréhendait n'importe quelle personne, la prostituée, la personne qui était au banc de la société. Il la regardait avec amour et avec énormément d'espérance. Et c'est ce regard-là que je veux et je voudrais qu'on incarne au niveau sociétal. Alors la petite dimension spirituelle, cette parenthèse, on va l'ouvrir en grand. Est-ce que, selon toi, il serait pertinent de mettre au devant de la scène certains sujets comme la réalité exogène, qui est largement débattue en ce moment? Est-ce que, bien entendu, on va aller sur la santé juste après, mais je veux rester sur ce caractère un petit peu spirituel par rapport aux praticiens, par exemple les pratiques quantiques qui sont largement diabolisées, qu'on met en avant sur notre plateforme. Est-ce que tu penses qu'on devrait en parler à l'échelle nationale et que ça devrait faire partie d'une profession de foi, par exemple? Ce que je pense surtout, c'est qu'actuellement, on a un système qui se veut scientifique et qui est profondément anti-scientifique. Parce que l'état de la recherche actuellement, quand tu parles par exemple de la dimension quantique de l'information, l'état de la recherche actuellement, elle est à des kilomètres d'années-lumière devant la réalité de ce qui est partagé au niveau médiatique et de ce qui est partagé même au niveau médical. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet entre ce qui est institutionnellement acceptable et ce qui est du domaine de la recherche scientifique. Donc déjà, si on se contentait d'intégrer dans notre discours et dans notre appréhension de la réalité l'état réel de la science actuellement, alors à ce moment-là, tout ce qui est actuellement traité de charlatanerie et de techniques farfelues serait pour la plupart totalement validé, y compris, tu parles de la dimension quantique, de la médecine de l'information, de la médecine des fréquences et des choses comme ça. C'est autant de domaines sur lesquels maintenant on a une littérature scientifique. Le problème, c'est que tout ça, c'est totalement bloqué. Totalement bloqué, pourquoi? Là, je vais encore dérouler mon truc que je dis tout le temps, mais par un système qui est un système de la maladie et non pas un système de la santé, qui est un système de la rareté et non pas un système de l'abondance, qui est un système de la souffrance et non pas un système de l'épanouissement. La valeur est créée sur la souffrance, sur la rareté, sur la maladie. Donc, si collectivement, au moment, on se dit, mais attendez, mais en fait, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas ça. Nous, on veut de l'abondance, on veut de la joie, on veut de la qualité de vie, on veut de la santé. Il faut réindexer tout notre système économique là-dessus et à ce moment-là, ça coulera de source. Ça coulera de source. Mais toutes ces dimensions-là, bien sûr qu'elles doivent faire partie, la physique de l'information et ce qu'on appelle la physique quantique, la physique de l'information et la médecine de l'information, c'est un secteur fondamental. Je veux dire, si tu arrives simplement avec l'application de fréquences à diagnostiquer, voire à rééquilibrer des terrains, je veux dire, plutôt que d'utiliser des substances chimiques qui ont souvent énormément d'effets secondaires, mais il ne faut pas hésiter un instant, il faut y aller. Le problème, c'est qu'actuellement, ça ne crée pas de valeur ou pas suffisamment de valeur ou que les grands décisionnaires n'ont pas choisi de mettre la valeur là-dedans. Il suffirait que tu aies des gros groupes pharmaceutiques qui disent d'un seul coup, nous, on va faire des générateurs de fréquences parce on croit que c'est ça, et d'un seul coup, il y aurait une réindexation. Le problème, c'est qu'actuellement, ce n'est pas fait, et je pense que ce n'est pas fait quand même, parce que tu posais la question tout à l'heure, Tamara, voilà, qui dirige le monde? Autant j'ai du mal à concevoir qu'il y ait des super méchants. Je pense qu'il y a des gens qui sont super dévoyés, ça je suis certain, très perdus spirituellement, mais je pense qu'avant tout, et ce qui gouverne le monde, c'est spirituellement une détestation de la création, c'est-à-dire une détestation de l'homme. Et donc actuellement, tout ce qui va dans le sens de l'épanouissement du vivant est combattu. Et donc, d'un seul coup, là, c'est important que
tous les gens qui ont à cœur de défendre le vivant puissent s'allier et représenter une force suffisante, une force manifeste, quoi, d'une certaine manière. Comment on pourrait le matérialiser, encore une fois? On va rester chacun sur nos lignes. Mais c'est super. Le retour de la phagothérapie, par exemple? C'est une technique, c'est un outil, tu vois. Donc, il demande à être évalué, il demande à être étudié. Moi, j'ai eu des retours très, très positifs par rapport à la phagothérapie. Et donc, les phages, ce sont des micro-organismes qui vont pouvoir avoir des capacités à venir nettoyer le terrain. Voilà, ça fait partie des produits qui étaient très utilisés. Je crois que c'est en Russie que ça a été très utilisé. Les phages, dans les pays de l'Est aussi, notamment. Ouais, exactement. Et puis il y avait Paul Hervérych aussi en France qui l'a beaucoup popularisé avec un gros travail là-dessus. Maintenant, on peut plus se le procurer. Mais si c'est un outil qui est au service vraiment de la correction du terrain et de la santé, bah oui, évidemment. Remboursement de l'homéopathie, retour de certains produits naturels. Alors là, on prodigue rien du tout. On est en train d'entrevoir éventuellement des possibilités qui nous ramèneraient vers le vivant. Bien entendu, petite parenthèse pour les inquisiteurs qui nous regarderaient éventuellement. D'ailleurs, ces inquisiteurs, tu y es confronté. Tu parles aussi de la zététique. Tu as été victime de tous ces youtubeurs, de toutes ces associations qui sont entremêlées les unes aux autres. Je donne mon avis, mais je pense qu'il y a quand même des gens au lieu qui sont mal intentionnés, au-delà d'être corrompus, qui véhiculent leur venin à travers... Bon, à l'échelle internationale, on pourrait parler du CFR, on pourrait parler pour l'Europe des European Young Leaders, on pourrait parler des Bilderbergers, de certaines familles aussi, de ces lignées, alors d'un point de vue un peu plus eschatologique et un peu plus perché, des Illuminati, etc., de consorts, tous ces gens-là quand même ont pour objectif qu'on ne soit pas conscient. Est-ce que conscientiser toutes ces choses-là que tu fais déjà dans le domaine de la santé, par exemple aussi les jus, le crudivorisme, le jeûne, toutes ces choses-là, est-ce qu'on ne devrait pas au-delà d'en débattre, peut-être éventuellement le mettre noir sur blanc sur des programmes de santé, parce que les gens vont attendre ton programme en fait. Les gens vont vraiment vouloir que tu matérialises, et malheureusement toi tu seras en tête d'affiche, en tête de gondole, et le programme n'est toujours pas sorti, on vous le rappelle. Ils vont s'attendre à ce qu'il y ait noir sur blanc des avancées, des solutions préconçues, prêtes à l'emploi, et notamment dans le domaine de la santé. Est-ce que toi, tu vas retourner sur cette ligne de rester évasif et de dire on retourne sur le vivant, ou est-ce que tu vas donner plutôt des cas concrets que tu voudras mettre en place? Je pense que c'est un exercice très, très difficile, mais tu sais, c'est exactement l'exercice auquel je me suis prêté quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Parce que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, l'essentiel de mon message, c'était reprenez la responsabilité de votre santé. C'est-à-dire, donnez-vous les moyens de reprendre la responsabilité de votre santé. Et donc, régulièrement, il y a des gens qui me disent « Mais Thierry, mais qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation ?» Et moi, je leur disais « Mais en fait, je ne sais pas. Moi, je peux te donner les grands principes, mais je ne suis pas toi. Il faudrait que je passe des heures à faire une anamnèse que je ne vais pas faire. J'en ai pas ni la capacité ni les prérogatives. Donc, je ne sais pas. Ouais, mais Thierry, tu peux pas me laisser comme ça, et ainsi de suite. » Et c'est compliqué. Et il faut essayer de faire une espèce de grand écart entre réalité pragmatique, tu me dis oui, voilà, les gens vont t'attendre sur un programme, ok, d'accord, et en même temps, on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est-à-dire, ça ne peut pas être le programme d'un homme, ça ne peut pas être même le programme d'un groupe de personnes, ça doit être le programme d'une nation, d'un pays, au minimum, ou en tout cas, ça doit être un programme qui est collectivement porté, et s'il est collectivement porté, il s'imposera parce que, mais en fait, il sera une évidence, parce que ça sera le choix de tous, tu vois, d'une certaine manière. Et c'est le seul moyen de court-circuiter le système délégatif actuel. C'est-à-dire que, quelque part, ça s'impose parce que c'est le choix de tous. Donc, à partir du moment où c'est le choix de tous, il n'y a même plus de questions à se poser. Donc, il va falloir jongler entre les deux. Donc, pour répondre à ta question pragmatiquement, il va y avoir des propositions, oui, des propositions concrètes, oui, mais qui ne seront que des propositions qui seraient de toute façon, dans le cas où la première jambe, la jambe politique classique, arriverait à courir jusqu'au bout, à passer le portail des 500 et arriver jusqu'au bout, de toute façon, ça ne serait que des propositions qui seraient automatiquement soumises à l'approbation globale. De toute façon, ça ne serait pas un système imposé. Ça serait juste dire, OK, voilà, si on y allait par cette façon-là, si c'est votre désir qu'on y aille par cette façon-là, alors à ce moment-là, dans le cadre de cette réflexion de comment mettre, par exemple, le système médical et le système de santé au centre de l'équation, passer d'un ministère de la maladie à un ministère de la santé, passer d'une assurance maladie à une assurance santé, ben dans ce cadre-là, moi, ce que je propose, parce que ça me semble aller dans ce sens-là, ça serait ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble être OK avec vous? Et puis voilà, on y va. Tu parles d'un consensus, alors ça va être très compliqué. Par exemple, je parle de la justice qui répare au lieu de simplement punir. Et là, tu vas arriver sur un terrain très, 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 très savonneux par rapport à la peine de mort, par exemple.
ou au port d'armes. D'aucuns te diraient qu'il s'agit d'antivie et d'autres qui te diraient non, c'est pour la préservation de la vie. On a des pédophiles, récidivistes, qui ont tué, qui ont torturé, ils méritent la mort. Donc on parle d'antivie, la mort, par définition, c'est l'antivie. Et d'autres qui te rétorqueront que non, la peine de mort, c'est archaïque, c'est barbare, donc on n'en veut pas. Idem pour ce qui est de l'immigration, un sujet très clivant. Pourquoi ? Parce qu'on a une France qui est partie en Afrique faire de l'ingérence dans plusieurs pays, qui a instauré par exemple le franc CFA, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu tout plein de pays qui ont été colonisés, et derrière des associations, encore une fois des élites, comme Soros et compagnie, qui ont décidé de faire un mouvement à un flux inverse pour venir faire du dumping social. On parle aussi en Europe de cabotage, de mise en concurrence déloyale entre les uns et les autres. C'est un bordel monstrueux en fait, qui nous a dressés les uns contre les autres et qui appelle à des solutions drastiques. Alors on n'est pas dans un camp ou dans l'autre, mais à un moment il y a des solutions qui vont s'imposer à nous, et comment vas-tu faire toi pour venir trancher et trouver ce consensus ? Tu auras forcément toutes sortes de sons de cloche. Dans le domaine de la justice, tu verras quand le site internet sera en ligne, je dis bien que déjà premièrement c'est pas une question sur laquelle on va avoir une espèce de solution clé en main, parce que c'est un système tellement complexe et tellement large que de toute façon, il ne peut pas y avoir une seule réponse adaptée. Parce qu'effectivement, tu as ceux qui vont dire il faut rétablir la peine de mort, tu as ceux qui vont dire non, et voilà. Donc, la question, ce n'est pas d'avoir une réponse adaptée. Le début de la démarche, c'est de dire actuellement, on a un système qui se contente de punir. D'accord ? Est-ce que ce système est capable d'améliorer le niveau de sécurité dans notre pays? C'est-à-dire, actuellement, est-ce que ces 10, 20, 30, 40 dernières années, est-ce qu'on voit la sécurité augmenter dans notre pays? La réponse est évidemment non. Donc, ce système ne marche pas. D'accord. Si ce système ne marche pas, il va falloir inventer autre chose. Voilà, il va falloir inventer autre chose. Donc, on ne va pas continuer à faire la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il va falloir s'inscrire dans une démarche dans laquelle on va avoir un autre objectif. Et cet autre objectif, effectivement, il va toujours y avoir le cas extrême du gars qui est pédophile, récidiviste et ainsi de suite. D'accord ? Mais ça, effectivement, c'est un cas extrême et relativement marginal, même si malheureusement, ça n'est pas assez marginal, mais ça reste relativement marginal. Donc, peut-être qu'on ne peut pas encore avoir de solution clé en main pour ce genre de cas, mais on peut avoir des solutions clés en main pour des tas d'autres milliers, voire millions de cas dans lesquels actuellement la réponse n'est pas adaptée. C'est-à-dire que quand tu incarcères un jeune à 16 ans, par exemple, parce qu'il a fait un délit mineur, quand il ressort 2 ou 3 ans après, tu l'as juste transformé en bête fauve, il a tissé des liens avec des gens qui sont beaucoup plus dangereux que lui, et tu ne l'auras pas du tout transformé, au contraire, tu l'auras transformé en animal beaucoup plus dangereux. Donc, ça ne marche pas. Et Gandhi disait bien qu'au jeu du œil pour œil, on finit tous aveugles. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une justice. Alors déjà, le terme même de justice, pour moi, est difficile. Difficile parce que c'est un système de légalisme et non pas de justice, parce que c'est le légal qu'on applique. C'est pas ce qui est juste, parce que l'évaluation de ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, c'est très compliqué. Tu parlais du port d'armes, par exemple. Tu as quelqu'un qui rentre chez toi et qui a l'intention de tuer ta femme et tes gamins, tu lui tires dessus parce que tu as une arme illégale chez toi, c'est pas de la légitime défense en France, tu pars directement en prison. Il y a des conditions, si tu n'as pas de sortie de secours, si tu es confiné, il y a quand même des conditions qui sont assez intéressantes, mais effectivement, d'emblée, on n'a pas le droit de se défendre. Par contre, certains te répondront que non, on est face à un certain laxisme par rapport à la délinquance et à l'insécurité, que les prisons sont pleines et que maintenant, dans certaines grandes villes, c'est très compliqué puisque l'impunité règne totalement. Mais je suis d'accord avec toi. Et tu vois, par exemple, il y a un truc qui est hallucinant. Les prisons sont pleines. C'est-à-dire que globalement, tu as des personnes qui foutent la merde, qui détruisent des vies, qui détruisent la société. Et en plus, la société va devoir payer pour les entretenir en prison. C'est délirant. Ils nous coûtent de l'argent, ces gens-là. Alors qu'ils pourraient être au service du collectif et au contraire soulager la société. Voilà, je te donne un exemple. Effectivement, et vraiment, je te dis, les solutions, il va falloir les élaborer en fonction aussi de la gravité. C'est-à-dire que tu ne vas pas traiter de la même manière quelqu'un qui fait un excès de vitesse sur la route de façon chronique avec quelqu'un qui a tué, qui a violé ou des choses comme ça. Donc, on est d'accord qu'il y a vraiment des échelles d'application qui sont différentes. Mais tu imagines, actuellement, il y a un truc, moi, par exemple, qui me choque, c'est le fait, par exemple, on prend le cas de grand excès de vitesse sur la route. Si tu as de l'argent, globalement, les amendes, tu peux toujours les payer. L'indexation des amendes et des sanctions sur l'argent, pour moi, est totalement injuste. Parce que celui qui a de l'argent,
bah, il peut toujours s'en sortir, il peut payer, il peut arroser. S'il y a quelque chose sur lequel on est tous égaux, c'est notre temps de vie. Si, au lieu de faire des sanctions qui soient des sanctions basées sur l'argent, c'est des sanctions basées sur le temps. Le mec, par exemple, qui a roulé à 210 km/h comme un con sur l'autoroute au milieu des gens en faisant du gymkhana, eh ben lui, tu lui dis, OK, mais mon coco, pendant 3 semaines, 1 mois, tu vas aller servir dans un hôpital de réhabilitation des grands victimes d'accidents, des gens qui ont été victimes de ces excès de vitesse. Eh bien, il y a des grandes chances, parce que cette personne a une conscience, que de ces 4 semaines, elle en ressorte profondément transformée. Parce qu'actuellement, notre système de justice est incapable de transformer le cœur de l'homme. Il est juste capable de nous faire peur, de nous dire « Oh, tu vas pas griller le feu rouge parce que tu as peur de la sanction. » Donc, moi, quand je parle d'une transformation radicale du système de justice pour aller dans le sens du vivant, c'est une réflexion collective et spirituelle qui nous permet petit à petit de se dire « Ce système de justice, il va faire en sorte de transformer notre cœur. » De manière à ce que cette aspiration au bien, au respect de l'autre, ne soit pas garantie par des forces de l'ordre, mais soit, et bien sûr ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais soit garantie simplement par bien une sécurité globale, souveraine et investie par chacun. Je veux dire, globalement, c'est comme l'histoire du remboursement des médicaments. Est-ce qu'on a besoin de plus de flics ou est-ce qu'on a besoin de plus de sécurité, une sécurité intrinsèque garantie par le fait que on est tous en paix? Ben, on n'a pas besoin de plus de flics. J'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre, c'est pas le problème. Mais on n'a pas besoin de plus de flics dans l'absolu. On a besoin de plus de sécurité. Et est-ce que plus de flics, ça assure plus de sécurité? Pas obligatoirement. Et on se rend compte que c'est pas le cas. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et si quelque chose ne va pas, c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de toujours faire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a bien un moment où il va falloir se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de différent et de radicalement différent? Et là encore, parce que je pense que j'ai pas peur d'incarner aussi mes racines spirituelles. Il y a un programme politique radical. Pour ça, pour moi, il n'y a jamais eu autant de radicalité politique que dans les évangiles. Jésus transformait le cœur de l'homme profondément par son amour. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de justice qui inclurait cette dimension de l'amour? Alors, je suis d'accord, attention, on ne va pas commencer simplement à dire on aime tout le monde et puis tout va bien. Donc, on n'est pas dans une espèce de permissivité, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Il y a des individus qui sont profondément dangereux et il faut les isoler parce qu'il ne faut pas qu'ils continuent à faire du mal. On est d'accord. Mais dans tous les cas où on peut l'appliquer, comment est-ce qu'on met en place un système qui puisse suffisamment choquer la conscience de ceux qui ont délibérément, consciemment ou inconsciemment, fait du mal, lésé ou abîmé la structure sociale ou des individus? Comment est-ce qu'on peut suffisamment parler à leur conscience pour faire en sorte que ces gens-là ne soient pas des chiens avec des muselières, mais soient simplement des gens en paix? J'ai l'impression qu'on a un marchepied avec Thierry vers le paradigme de Terre 2 de Sylvain Didlot, Tamara. J'ai l'impression qu'on a un porte-parole en Thierry qui a pris la peine et le courage de regrouper un petit peu toutes ces réflexions, de dire bon du coup c'est tout ça qu'on est en train de tous ressentir et qu'on attend tous. Allez, on le met sur papier et haut les cœurs, on y va. On s'engage, on signe, on s'engage dans la matière, on matérialise, parce que tu n'arrêtes pas de le dire, on dit comment on matérialise, mais justement on passe à l'action. Mais c'est cette concrétisation, c'est ce tampon, c'est cette étape crucial que j'ai l'impression que tu es en train de mettre en œuvre par rapport à plein d'ouvrages, parce que c'est vrai qu'il y a c'est empreint de spiritualité et on sait que tu es un être énormément spirituel et notamment connecté et relié au naturel, et là tu viens quand même adopter cet adage, c'est-à-dire les pieds sur terre aussi, quoi. Pas que la tête dans les étoiles. Parce qu'on est tous à la fois. Nous sommes des êtres spirituels incarnés et nier l'un ou nier l'autre, c'est la perdition de toute manière. Mais là, tu vas au charbon quand même. Parce que bon, voilà, toutes les questions qu'on te pose, elles sont pas évidentes. Ça va être encore plus fastidieux par la suite. Dès lors que le programme sera mis en ligne et que les présidentielles arriveront, on sait que cette période, elle est très compliquée. C'est un égrégore, c'est un nuage monstrueux qui plane au-dessus de nos têtes. À chaque élection, on ne peut plus penser à quoi que ce soit d'autre. Les gens sont dans la passion et c'est très compliqué, c'est très délicat de prendre du recul, d'avoir le regard de l'aigle lorsqu'on est dans cette période-là, et je le répète, 2027 c'est demain. Alors tu parles de liberté authentique, d'autonomie réelle, d'une justice qui répare au lieu de simplement punir, de récupérer la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple. Donc on a déjà évoqué tous ces points. Quid des questions un peu plus marginales par rapport à la géo-ingénierie, tous ces sujets qui sont vraiment diabolisés, qui sont vraiment là relayés au rang de complotisme et ce qui seront aussi
évoqué. Je pense au chemtrail, par exemple. Oui, mais oui, évidemment, on peut pas en faire l'économie. Je veux dire. Et puis c'est toujours pareil. Moi, tu sais, à la base, contrairement à l'image qu'on veut essayer de véhiculer de moi, à la base, j'ai une formation universitaire. Hein. J'ai un bac+5 en physique théorique. Donc la méthode scientifique, je la connais et je crois que je sais l'appliquer. Donc moi, ma démarche est toujours la même chose, tu vois, par rapport aux chemtrails. Bon, je me suis renseigné par moi-même. Je suis arrivé à une forme de conviction pour moi-même par rapport à cette question. Mais en fait, ma conviction propre, elle est pas importante là-dedans. Par contre, moi, mon engagement, c'est dans le cadre de ce mouvement, à un moment, d'essayer de réunir des personnes qui aient suffisamment d'expertise tout en pouvoir s'assurer de leur indépendance et de poser réellement cette question. On a un problème là, ok. On analyse qu'est-ce qui est répandu réellement. Après, ça va pas être très très compliqué. Hein. Je veux dire, actuellement, le gouvernement espagnol a reconnu la pratique de la géo-ingénierie. Tu as des États aux États-Unis où ils interdisent maintenant les épandages aériens. Donc, ils interdisent un truc qui, selon les fact-checkers français, n'existe pas. Donc, il y a un moment où le niveau de corruption intellectuelle, il rejoint le niveau pif-gadget. Quoi. Tu vois, les mecs, ils te disent ça n'existe pas et en même temps, tu as toute la planète qui reconnaît qu'on fait de la géo-ingénierie. Donc, maintenant, rapidement, la question de est-ce que ça existe, ça va être rapidement réglé. Oui, ça existe et ça va être rapidement prouvé. Donc, maintenant, la question, ça va être, OK, quelles en sont les conséquences et est-ce qu'on maîtrise les conséquences? Et est-ce que le rapport bénéfice-risque de cette pratique, eh bien, est-ce qu'on le maîtrise complètement? Moi, j'ai tendance à connaître la réponse, mais ce sera très intéressant d'aller la chercher, cette réponse, et à ce moment-là, on en arrivera automatiquement à une décision. Mais cette décision, elle ne sera pas la décision comme ça sur un coup de tête en disant « ouais, le mec, il est complotiste, donc il est anti-chemtrails », mais elle sera juste l'évidence à partir des informations que nous aurons collectées. À un moment, on va te dire bah, en fait, on veut pas ça sur nos têtes, quoi. On veut pas ça sur nos gamins, on veut pas ça sur nos têtes. Et donc, bah, ça sera une évidence. En fait, c'est cette puissance de l'évidence à partir du moment où on commence à dire, OK, la chose première sur laquelle il faut se fonder, c'est que on a besoin d'être vivant. Si on n'est pas vivant, cet échange, il n'a pas lieu. Enfin, tu vois, c'est con. Enfin, c'est le niveau zéro de la spiritualité. Mais oui, on est des êtres aussi incarnés, on est des êtres vivants, incarnés, avec une chair d'une certaine manière. Et si cette chair, elle est morte, on n'est plus que des êtres spirituels et les questions ne se posent plus. Donc, on n'a plus à se poser ce genre de questions. Donc, notre chair vivante, charnelle, elle a des besoins. Et comment est-ce qu'on y répond de manière adéquate? Oui, parmi les questions urgentes sur ce domaine-là, de la 5G. Quid des médias, de la communication et de ces antennes qui sont en train, on le sait déjà maintenant, hein, c'est pareil, c'est plus de la supposition, c'est plus du complotisme, ça tue le vivant. Oui, ça tue le vivant. Et puis, quid de leur mise en place, des conditions de leur mise en place, du moment où elles ont été mises en place, de l'agenda que ça sous-tend. Donc, tout ça, c'est autant de domaines dans lesquels il y a énormément d'informations à faire. Et là encore, je pars du principe qu'à partir du moment où l'information elle est faite de manière rigoureuse et qu'on prend le temps de l'expliquer aux personnes, ben, automatiquement, les gens sont touchés. Les gens sont touchés. Et donc, à ce moment-là, on va se poser la question, OK, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que les conséquences et les effets secondaires par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, est-ce qu'ils valent le coup? Voilà, autant de questions. Mais il n'y a pas de complotisme, il n'y a que des comploteurs. On en revient à l'information, ça va être très important. Est-ce que tu comptes nationaliser les grandes chaînes médiatiques, hein, comme à l'époque, éventuellement, et encore, c'était pas forcément un modèle, mais on a une chape de plomb et s'il faut complètement la supprimer. Il y a des associations comme la CEPICA en France qui traitent les problèmes des chemtrails depuis longtemps. De nombreux scientifiques qui parlent des ondes nocives comme la 5G. Tout ça, c'est factuel, hein, c'est démontrable, c'est prouvé. Seulement, l'information n'est pas véhiculée. Et les médias sont totalement inféodés. Et c'est là où ma question par rapport au programme ou par rapport le débat qu'on a, hein, cette assemblée qu'on fait actuellement. Moi, qui suis dans les médias alternatifs depuis plus de 15 ans maintenant, j'aimerais savoir quelle serait la solution. Moi, je pensais qu'à l'époque, qu'il fallait pirater TF1 et diffuser un reportage en condensé avec toutes les informations à l'heure du JT en prime time. Et que cela allait éveiller les consciences de facto. Est-ce qu'éventuellement, si tu arrivais au pouvoir, si nous arrivions aussi à travers toi au pouvoir, est-ce qu'on pourrait envisager des solutions concrètes, viables, par rapport aux médias? Alors, par rapport aux médias, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà la première question du financement des médias qui est évidente. Tu vois, actuellement, si chaque média devait afficher honnêtement et clairement ses sources de financement, je pense que déjà, ça ferait réfléchir énormément de personnes et ça permettrait de prendre un petit peu de recul par rapport à l'information qui est véhiculée. Mais moi, le combat médiatique, pour moi, ne me fait pas vraiment peur parce que je pense que les grands médias, les médias dits officiels ont déjà perdu.
Et je vais pas m'appuyer sur ce qui s'est passé aux États-Unis là récemment, mais ça en est la démonstration manifeste. C'est-à-dire que le combat des obscurs, des petites chaînes bricolées dans un coin de cave, enfin, tu vois, je pense à Meta TV, par exemple. Enfin, j'ai un souvenir extraordinaire, je vais le raconter là, parce que je me souviens quand j'avais été reçu par TEPA, je me souviens de ce pavillon de banlieue, finalement, où on descendait dans une espèce de cave, là. Mais c'était extraordinaire, quoi. On avait l'impression de faire une... confiné, ouais, mais c'était incroyable. Mais ça transpirait la passion, ça transpirait enfin, tu vois, c'était incroyable. Et avec peu de moyens, maintenant, n'importe qui a du contenu à partager arrive à le partager. Le plus gros problème, et c'est là où il y a un vrai changement radical ces derniers jours, le plus gros problème, c'est la présence des algorithmes. C'est ça qui a posé problème. Parce que sinon, les moyens de créer une information indépendante, avec Internet maintenant, n'importe qui peut y arriver. Le problème, c'est que si la recherche, ça dans les médias Internet, est complètement orientée par des algorithmes, ça bloque tout. Alors la chance qu'on a, c'est d'avoir eu quelqu'un comme Elon Musk, que je n'idéalise pas du tout, mais qui a l'avantage d'être quand même quelqu'un qui est profondément libertarien, qui est donc très attaché à la liberté d'expression, qui sur Twitter a quand même a rétabli une certaine forme de liberté d'expression. On a Zuckerberg qui sent le vent tourner d'un seul coup, qui retourne sa veste et qui dit « Oulala, mais nous, on va faire pareil sur Facebook ». Bon, ben, très, très bien. Donc, si d'un seul coup, YouTube suit le chemin et que finalement, on commence à avoir un peu moins des algorithmes qui exercent leur pouvoir despotique, alors ça va marcher. Moi, mes vidéos, en 2016-2017, quand l'algorithme YouTube n'était pas encore à charge totalement, moi, mes vidéos, elles étaient régulièrement promues en top tendance. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois, même moi, je me disais, mais comment ça c'est ? Parce que les gens les regardaient, les intéressaient. Puis à partir de 2018 et à fortiori 2019-2020, d'un seul coup, totalement invisibilisée. Mais elle n'existe plus du tout. Mais ça, c'est juste le biais des algorithmes. Donc, si les algorithmes changent, le combat médiatique, il est gagné. Et je pense que la bascule, elle a été faite. On a eu vraiment les années 2020, 2021, 2022, voire 2023, c'est les années obscures avec les fact-checkers, avec les zététiciens qui ricanent, qui sont financés par le gouvernement, enfin voilà, qui ont tous les pouvoirs, qui ont une espèce de visibilité médiatique, mais alors énorme, alors qu'en fait, ils ne représentent personne. Il n'y a personne qui s'intéresse à leur contenu qui est complètement foireux. Enfin voilà, je ne vais pas les citer, mais les Tristan Mendes France, les Rudi Reichstadt, les Julien Pain et compagnie, enfin qui sont décrédibilisés à l'extrême, mais bon, qui sont quand même soutenus par le pouvoir médiatique. Bon, ils ont eu 4 ans où ils ont pu régner, entre guillemets, en maître et semer la terreur. Mais c'est terminé. Là, ils prennent l'eau de partout, c'est terminé. Donc, la question médiatique n'est même plus une question. Je pense que là, la bascule, elle a été faite. Voilà, ça, pour moi, la bascule a été faite. Maintenant, on a encore 1 an ou 2 ans à récolter les fruits, mais la bascule a été faite. Alors, tu ne penses pas, justement, certains parlent d'un retour, que c'était un essai en 2019 et que 2025, c'est l'année du retour du Covid. En plus puissant, en plus violent, avec plus de répression, plus de censure, de facto aussi, et plus éventuellement de drames intrinsèques. Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu penses qu'on en est sorti ? Je pense en tout cas que au niveau du storytelling, il faudra qu'il fasse de sacrés efforts parce que ce qui a pu prendre en 2020 ne prendra plus. En tout cas, dans une très grande partie de la population, ne prendra plus. Donc, est-ce qu'il y aura un nouveau storytelling ? S'il y a un nouveau storytelling, c'est exactement comme chaque fois qu'il y a des souches virales différentes et plus costauds qui arrivent, eh bien, l'organisme s'adapte. Donc, l'organisme sociétal s'adaptera. Il y aura des personnes qui succomberont, entre guillemets, c'est-à-dire qui adhéreront à cette idéologie complètement foireuse. Et puis, il y en aura de plus en plus qui vont secouer la tête et qui vont dire, non, j'obtempère pas, je marche pas dedans, je n'y crois plus, je marche plus à votre jeu. Et moi, je vois 2020 avant tout comme, même si effectivement c'était une période compliquée, je le vois avant tout comme un énorme sursaut de conscience et de responsabilisation. Enfin, je veux dire, pour moi, le pari, il a été perdu. Il a été perdu. Oui, bien sûr que ça a fait beaucoup de mal. Oui, bien sûr que ça a créé beaucoup de dureté, de stress, de souffrance dans l'instant, mais l'effet rebond du vivant, parce que le vivant, c'est toujours la même chose. Quand il est soumis à une contrainte, au début, il est en résistance. Mais ensuite, il y a un effet rebond. Et normalement, le vivant, s'il n'est pas détruit par la contrainte, il redevient beaucoup plus fort. C'est un principe qui s'appelle le principe de l'Hormèse, qui est un principe propre au vivant. Et une fois de plus, on en a vu l'expression. C'est-à-dire que le Covid ne nous a pas détruit au niveau sociétal, c'est-à-dire qu'on n'a pas basculé dans un 1984 totalement. Et le sursaut de vitalité, il est gigantesque.
Donc non, même si ça devait réapparaître en 2025, ce dont je ne suis pas persuadé personnellement, mais même si ça devait réapparaître, d'après moi, ça n'amènerait qu'encore une fois à une augmentation, une élévation encore de la puissance du vivant. Donc non, ça n'a pas tendance à m'inquiéter. Toujours pareil, parce que j'ai une formidable espérance en chacun d'entre nous. Et je pense qu'on est tous doués d'intelligence et de conscience, qu'on a tous un cœur et qu'on est tous capables de comprendre et de voir au-delà du voile d'illusion. Et voilà. Et puis, je te dis, il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus d'informations, de canaux qui transmettent de l'information. Donc, non, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. On ne peut pas parler santé sans parler un petit peu plus d'alimentation. Je ne sais pas si tu as vu, maintenant, il y a des technologies, les imprimantes 3D qui arrivent à imprimer des steaks. C'est quoi ça? Non, c'est vrai, ne rigolez pas, parce Non. que malheureusement, ça y est, on sait faire ça. On sait faire des steaks imprimés en 3D qui seront sans doute développés aux plus démunis, ou dans les prisons, dans les écoles, pourquoi pas. C'est pas mal de nourrir nos enfants avec tout ce qui n'est plus vivant du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait donner justement comme petit levier, comme petite marche, toujours pareil, vraiment le petit poussé, quoi, pour nos auditeurs en termes d'alimentation vivante, pour contrecarrer un petit peu tout ce qui est mis en place aujourd'hui? Tu sais, moi, je m'étais fait vilipender une fois dans une vidéo dans laquelle quelqu'un me posait la question, me disait, voilà, c'est dégueulasse ce qu'on donne à manger à nos gamins à la cantine. Et moi, j'avais dit, bon, à titre de provocation, bien sûr, hein, c'est un peu court comme réponse, mais j'avais dit, oui, mais bien sûr qu'on leur donne de la merde à manger à la cantine, mais on donne aussi nos enfants à la cantine, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on accepte de jouer un jeu qu'on rentre dedans. Je veux dire, ça paraît très con, ça fait un peu phrase de Coluche, mais enfin, je veux dire, la merde qui est proposée dans les supermarchés, c'est bien parce qu'on l'achète qu'elle est vendue. Si elle n'était pas vendue, elle ne serait pas vendue. Enfin, je veux dire, si personne ne l'achetait, elle ne serait pas vendue. Donc là encore, est toujours pareil. Je crois plus que jamais à l'interpellation directe du proche, du prochain, du voisin, de la famille, à l'explication, à la pédagogie, à prendre le temps pour lui expliquer les bénéfices et les intérêts et les inconvénients qu'il peut y avoir dans ce type d'alimentation, les conséquences que ça peut avoir, et à trouver collectivement les moyens de se réapproprier les jardins, de réinstaller des maraîchers, de réinstaller des éleveurs, de réinstaller des paysans, de manière à ce que la qualité de notre nourriture, on s'en ressaisisse collectivement. Et c'est pour ça que moi, la démarche de résilience locale me paraît vraiment un levier très, très, très important. C'est comment, à l'échelle d'un village, par exemple, eh bien, on assure notre résilience. Tu vois, te poser la question, réunir. Moi, par exemple, tu vois, je dépends d'un village qui est un assez gros village des Pyrénées-Orientales, hein, qui s'appelle Céré, donc qui a 8000 habitants à peu près. Bon, à l'échelle de Céré, ok, d'un seul coup, le village, il est coupé de ses approvisionnements. Comment on fait pour assurer notre nourriture? Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'actuellement, avec les quelques maraîchers qu'il y a aux alentours, on tient un repas, quoi, à peu près pour le village, quoi, c'est tout. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, réunir les personnes autour de cette question, ok, quelle est la situation actuelle? Faisons un bilan de la situation actuelle et vers quoi on veut se projeter. Et pour moi, avec de l'éducation, avec de la pédagogie, je crois vraiment à l'éducation populaire, hein, au sens le plus noble du terme, l'éducation citoyenne, l'éducation vivante, eh bien, tous ces choix-là, ils seront une évidence. Donc, quand les gens débarqueront avec des steaks 3D, on leur ira au nez, parce qu'on saura très bien que les produits qui sont véhiculés là-dedans, eh bien, sont complètement non conformes aux besoins du vivant. Oui, je pense aussi à un modèle qui a été expérimenté en Angleterre dans des petites villes ou dans des petits villages, donc à population un petit peu réduite, avec justement des arbres fruitiers, avec des buissons à baies dans les rues, dans les squares, et non pas du béton de partout. Ça semble très simple et très, très, très du bon sens, mais ça nous remet aussi le vivant au centre des villes, des villages, avec cette notion très belle. On participe tous à entretenir le verger, entretenir le vivant dans le centre du village, et on peut tous en bénéficier aussi en termes d'alimentation. Ça passe aussi par des petites actions, des toutes petites actions, mais qu'on peut tous produire. Hein. Ce qui est fondamental pour moi, c'est de se rendre compte qu'actuellement, on a les techniques, la connaissance, on a tout ce qu'il faut globalement pour, mais enfin, je veux dire, ça paraît un petit peu naïf et utopiste, mais pour vraiment vivre une forme de paradis et d'abondance sur cette planète, on a tout ce qu'il faut. Je veux dire, c'est juste une question de priorité. C'est-à-dire, quelle est notre priorité? Est-ce que notre priorité, c'est le grossissement inarrêtable de la sphère macroéconomique? Est-ce que c'est l'enrichissement personnel? Est-ce que c'est l'accaparation des ressources, chacun pour soi, pour avoir la plus grosse bagnole, la plus grosse baraque, la plus grosse piscine, la plus grosse ceci? Ou est-ce qu'à un moment, on se rend compte que dans cette course en avant, eh bien, on est tous en train de se casser la gueule littéralement, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis, qui s'appelle la branche du
vivant, qu'on est en train de la détruire collectivement et que ça ne peut pas durer et qu'à ce moment-là, on fait un recalibrage de nos priorités. Et donc, on met cette priorité du vivant, je suis désolé, je l'aurais dit 10 000 fois pendant cette émission, mais on remet cette priorité du vivant au centre. Et à ce moment-là, enfin, je veux dire, ça peut aller très, 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 très vite. Un basculement de conscience, ça peut aller très, très vite. Et une fois que la conscience elle a basculé, la mise en œuvre, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en œuvre très rapidement. Sur une échelle petite, on peut, je pense, tous facilement réussir à le projeter sur un village, sur une petite agglo. Qu'en est-il des grandes agglomérations? Je pense à ces grandes mégapoles, ces grandes villes où on a des strates presque qui deviennent sociales aussi, avec ceux qui sont en haut des immeubles tout éclairés, qui dépensent de l'énergie à n'en plus finir, et puis ceux qui sont tout en dessous des ponts et qui essayent de survivre à l'hiver en étant dans des tentes. On a une ville qui est remplie de Airbnb, on a le logement qui explose complètement, ça devient absolument indécent et inaccessible. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Et des logements vides de partout. Oui, alors de toute façon, je pense que dans le cadre d'une réflexion effectivement sur l'autonomisation, la délocalisation va être obligatoirement une réflexion à mener. C'est-à-dire que la concentration urbaine à laquelle on assiste actuellement, elle est par nature invivable. C'est-à-dire qu'elle oblige à imaginer des solutions qui sont de plus en plus complexes à un système qui est de plus en plus anormal et artificiel. Donc, on a en France des tas de zones qui sont complètement désertiques, quasi désertiques, et à côté de ça, une concentration urbaine. Alors, on sait très bien pourquoi il y a une concentration urbaine aussi. C'est parce que c'est une société de contrôle et que la base même, le fondement de cette société, c'est le contrôle et la surveillance. Donc, on a besoin que les gens soient rassemblés dans des villes pour pouvoir les contrôler, les surveiller de manière plus adéquate. Si on change complètement de paradigme et que d'un seul coup, le contrôle et la surveillance ne sont plus les garants de notre qualité de vie, alors à ce moment-là, on est libre de pouvoir aller habiter partout en France et le territoire. Il y a des tas de zones, enfin, dans le centre de la France, que je connais assez bien, qui sont totalement abandonnées, désertiques, dans lesquelles les paysans ont arrêté d'être des paysans. Et donc, il faut repeupler ces zones-là et retrouver une espèce d'équilibre, parce qu'effectivement, une ville à plusieurs millions d'habitants, ça devient un problème en tant que tel. Il y a une espèce de côté iatrogène qui fait que ça va être très, très compliqué de trouver des solutions autonomes pour ce genre d'agglomération. Donc, pareil, là aussi, il ne s'agit pas de dépeupler Paris du jour au lendemain. Il s'agit juste d'amorcer une transition tout en trouvant des solutions pour autonomiser au maximum, mais en même temps amener une transition progressive pour faire en sorte que on arrête cette concentration, parce que cette concentration en tant que telle, elle est insoutenable au sens propre du terme. Il y a un moment où, tu sais, c'est comme sur... mais tu vois, ça a posé aussi la question, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. On dit, ouais Thierry, alors sur l'immigration, voilà, par exemple, quelle est ta position sur les flux migratoires? Mais ma position, elle est très, très simple. Sur un territoire donné, avec des ressources données, tu ne peux pas avoir un nombre illimité de personnes. C'est tout. C'est juste du pragmatisme. Je veux dire, si tu as un bateau qui peut porter 50 personnes et que tu commences à faire monter tout le monde à bord, le bateau, il va couler, tout le monde va se noyer. Donc, il y a un moment où il faut obligatoirement une régulation. Voilà, obligatoirement. Mais c'est même pas de l'idéologie, c'est pas d'être d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est pas d'être raciste ou quoi que ce soit. C'est juste du pragmatisme. C'est que si tu fais pas ça, tout le monde va crever. Donc, ok. À partir de là, comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on évalue? Ça doit s'évaluer région par région, secteur par secteur. Quelle est la capacité réelle d'intégration de nouvelles personnes? Et à partir de cette capacité réelle, donc locale, d'intégration des personnes, bien faire des choix et se rendre compte où est-ce qu'on en est actuellement et vers quoi on peut aller. Mais accueillir de manière illimitée des personnes sur un territoire aux données, à la surface limitée et aux ressources limitées, c'est du suicide. Ça aussi, c'est contraire aux lois du vivant. Ça n'existe jamais. C'est-à-dire que quand tu as des groupes animaux, par exemple, des groupes sociaux animaux qui commencent à grossir, d'un seul coup, ils se scindent en deux, ils se séparent, ils s'éloignent, et ils ne grossissent pas de manière illimitée. Donc tout ça, c'est juste du pragmatisme et c'est pas de l'idéologie. Et le but, c'est de vraiment mener toutes ces réflexions de manière non idéologique, juste purement pragmatique. Oui, c'est très courageux. Merci à toi, vraiment. Alors, il y aura encore d'autres questions. On pourrait passer 4 heures. J'ai envie de dire, on pourrait passer même toute la nuit à continuer à en débattre parce que là, on est sur un projet qui est faramineux. Par rapport au changement climatique, tu parles d'absence de fatalité et qu'on pourrait vivre notre meilleure vie si on était axé sur cette vie en permanence. Est-ce que le changement climatique a trait à une certaine transcendance? Est-ce qu'on a des problèmes qu'on doit envisager, comme nos élites nous le rabâchent à longueur de journée? Ou est-ce que tout ça, c'est un écran de fumée? Là encore, ça demande vraiment une évaluation rigoureuse des choses, parce qu'effectivement, il y a un storytelling absolument catastrophique qui nous est servi actuellement. Un storytelling qui prend l'eau sur certains points, donc qui demanderait vraiment beaucoup plus d'investigation.
Et j'ai pas de réponse préconçue. Moi, ce que je constate quand même de mon petit point de vue de petit gars du sud de la Catalogne, c'est que j'ai plus l'impression d'un chaos climatique que d'un réchauffement ou que d'un refroidissement. Après, la vraie question à se poser, c'est est-ce que, à notre échelle, nous, humaines, avec un temps de vie relativement court, on est apte à juger de ces évolutions ou est-ce que ça fait partie de cycles normaux de l'écosystème? Ça, c'est des vraies questions à poser, mais il faut arriver à les évaluer de façon totalement indépendante. Et de toute façon, pour moi, il y a une partie de moi qui répondrait, en fait, on s'en fout un petit peu parce que si on réindexe toute notre activité sur le respect profond du vivant, automatiquement, ce qui pouvait être de nature à déréguler les équilibres climatiques à l'échelle de l'écosystème Gaïa, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'écosystème global de la planète Terre, automatiquement, ils vont se réguler. Et après, je fais confiance quand même à un processus qu'on appelle l'homéostasie, qui est un processus de régulation propre au vivant pour rééquilibrer. De toute façon, je veux dire, rajouter plus de technologie pour essayer de compenser à nos erreurs technologiques, ça me paraît une espèce de fuite en avant complètement délirante. Donc, il y a un moment, c'est un petit peu comme quand un individu jeune, tu vois, il arrête de faire, et d'un seul coup, il laisse les principes naturels rééquilibrer son organisme. On peut réimaginer qu'à l'échelle de la planète, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de faire de la merde et on commence à mettre cette problématique du respect du vivant au centre de l'équation, on peut faire confiance au processus d'autorégulation de tout l'écosystème pour rétablir les paramètres qui devraient être rétablis, en dehors même de notre connaissance de ces paramètres ou même de notre maîtrise de ces paramètres. Et je trouve ça rassurant parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout comprendre de ces équilibres qui nous dépassent certainement largement notre capacité analytique pour que ces équilibres puissent être. C'est-à-dire le réel existe en dehors de notre perception rationnelle et consciente de ce réel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est arrêter de croire que le monde existe simplement parce que nous le concevons, nous le réfléchissons et nous le conceptualisons. Le monde existe parce qu'il existe. Et nous sommes une partie extrêmement bruyante et arrogante de ce monde. Et l'idée, c'est de reprendre notre place avec humilité au sens propre du terme, donc vraiment tu vois, se mettre à genoux sur la terre, la paysannerie, revenir aux besoins fondamentaux, d'abord revenir à cette humilité, d'abord revenir aux besoins fondamentaux, d'abord revenir à cette qualité de vie, s'intégrer dans cet écosystème, reprendre notre place et regagner ce que nous avons perdu, c'est-à-dire l'essentiel. On nous vend des espèces de besoins artificiels qui sont absolument ni vitaux ni essentiels, mais à côté de ça, l'essentiel n'est pas assuré. C'est-à-dire que notre alimentation, notre rythme de vie, notre vie de famille, notre vie de groupe, notre vie sociale, notre épanouissement personnel, notre capacité à créer, à exprimer notre génie, ce qui nous rend heureux au final, tu vois, ça fait un peu philosophie là de terminal C, quoi, mais je veux dire, à la fin de ta vie, quand tu fais un bilan, qu'est-ce que tu vas retenir de ta vie? Qu'est-ce qui va t'avoir rendu joyeux? La plupart des gens, ils te disent la même chose. Ils disent les moments partagés avec nos proches, mes enfants, ça n'a rien à voir avec l'espèce de matérialité triste, désespérante qu'on nous vend. Donc, si on reconnaît tout ça, à un moment, on arrête de jouer ce jeu-là. On arrête de croire que la matérialité qu'on nous vend est essentielle. J'ai rien contre les besoins matériels, mais si tous nos besoins fondamentaux sont assurés de manière qualitative et éthique avant, après, on peut s'occuper du subalterne. Mais tant que ça, c'est pas résolu, tant qu'on n'a pas répondu de manière éthique, j'insiste vraiment, parce que qualitative et éthique, parce que sans éthique, on peut faire n'importe quoi. Sans éthique, on peut exploiter des enfants à l'autre bout de la planète pour produire des t-shirts à bas prix chez nous. Mais le problème de l'éthique, elle est essentielle. Vraiment, la notion d'éthique en politique, elle est beaucoup trop absente. Et vraiment, l'ADN de ce mouvement, c'est aussi cette notion d'éthique, éthique du vivant. Vraiment mettre cette question de l'éthique au centre de l'équation. Et à partir du moment où ces besoins sont répondus de façon qualitative et éthique, pourquoi pas s'occuper du reste? Mais d'abord, je crois qu'on a déjà beaucoup à faire avec ces besoins vitaux. En parlant éthique, quels sont les mouvements, les fonds, peut-être d'investissement liés au mouvement vivant? Alors, dans la charte du mouvement vivant, alors là, pour le coup, ça, c'est écrit, il est expressément demandé de ne pas recourir au financement d'organismes privés, hormis cas exceptionnel dans lequel l'évidence d'une totale non-réciprocité serait indiscutable. C'est-à-dire, imaginons que tu es quelqu'un qui veuille vraiment donner de l'argent, qu'on peut prouver à l'évidence qu'il n'y a aucune attente de réciprocité, ce qui me paraît quasiment impossible.
Bon, alors à ce moment-là, ça serait acceptable. Sinon, pour moi, c'est au vivant de financer le vivant. Et en plus, toujours pareil. Si tu veux jouer le jeu politique actuel avec les règles du jeu politique, il te faut des millions et des millions et des millions et des millions. Mais si tu ne veux pas jouer ce jeu-là, si tu veux jouer différemment, il n'y a pas besoin de millions et de millions et de millions. Moi, je vous raconte juste une anecdote. Après, je ne vais pas vous bloquer pendant toute la soirée, mais une fois, il y a un gars qui m'a contacté, c'était il y a des années, il s'appelle Alex Ferrini, c'est un très bon ami, mais à l'époque, je ne le connaissais pas vraiment. Il me dit, écoute, je veux tourner un film de cinéma sur la régénération, sur les principes que tu avances, un film qui va aller au cinéma et tout. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour commencer à tourner? Moi, tout content, le cinéma et tout, tu vois, je me faisais mousser, tu vois. Et puis, je lui dis, ouais, à fond, à fond. Et puis, on fixe un jour et un rendez-vous. Et moi, je m'attends à arriver une équipe de cinéma, quoi, tu vois. Et là, je vois arriver un grand gars dans sa Citroën Saxo à moitié démontée, tu vois, avec, il n'avait même pas de trépied, il avait juste son appareil Canon avec un micro Canon et tout. Et il me dit, on va faire un film qui va passer au cinéma. Je dis, tu te mets, quoi, tu te fous de moi, elle est où l'équipe? Moi, je veux des maquilleuses, je veux la totale, quoi, tu vois, moi, je veux un vrai truc. Il me dit, non, mais non, on n'a pas de budget, on va le faire avec ça. Et on a fait un film. On a fait un film qui est passé dans énormément de salles de cinéma, et qui est excellent, qui a touché des millions, qui a touché des milliers et des milliers de personnes, qui les a émus au plus possible, parce que je pense qu'avec du cœur, on peut compenser énormément de ce que l'argent ne peut pas acheter. Donc, les financements, là encore, tu sais, toute mon aventure avec Régénère, c'est vraiment une manifestation de ce que le chemin rationnel n'est pas l'unique chemin. C'est-à-dire que si quand je commence les vidéos en 2011, moi qui suis à moitié à la rue, à moitié dans un état de, je dirais pas de mendicité, mais enfin voilà, je suis quand même vraiment à la rue, dans un état physique absolument déplorable, avec un pauvre téléphone scotché sur un bout de bois pour faire mes vidéos, tu vois, et je commence à dire, moi je vais vous parler de santé, non mais je veux dire, c'est de la folie, quoi, c'est de la folie, en termes de programme marketing ou quoi que ce soit, c'est une catastrophe, tu vois, on peut pas imaginer pire publicité. Et pourtant, ça a touché les gens parce que je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, qu'il y a une chose qui dépassait tout ça, c'était l'authenticité de la démarche. C'est-à-dire que dans mon cœur, j'avais vraiment, mais chevillé, mais d'une manière indiscutable, le désir de partager ce qui avait transformé ma vie pour aider les autres, vraiment par amour, une démarche d'amour. Et je pense que ça transcende tout, ça balaye tout. On sort complètement du paradigme ordinaire. Et c'est ce que j'appelle la grâce. Donc, ces questions de financement, effectivement, si on joue le jeu politique ordinaire, il va falloir que je trouve des entreprises. Donc, je vais être corrompu parce que je vais faire allégeance à des gens qui ensuite me demanderont un retour. Hein. Ils me diront, moi, je t'ai donné quelques millions, donc mon gars, il va falloir me renvoyer la balle. Mais si on ne joue pas ce jeu-là, cette question, elle n'existe plus en tant que telle. On peut faire énormément. Qui nous dit même qu'on a vraiment besoin d'argent? Qui dit qu'on a... Pourquoi faire, en fait? Parce que pour faire des meetings et des réunions, il y a des tas de gens qui ont des grandes salles à manger chez eux, qui ont des grands jardins, on peut tout faire comme ça. Donc, qui dit qu'on a besoin d'énormément d'argent? Non, on peut changer complètement de paradigme. Et moi, c'est ce que je me plais à faire. Et je crois qu'avec Régénère, je l'ai déjà en partie prouvé et j'ai l'intention de le prouver encore davantage. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui te disent, mais est-ce que tu joues pas le jeu de la division en créant un nouveau mouvement? Pourquoi pas te rallier déjà à des partis qui existent déjà, notamment écolo et tout ça, les Verts, tout ça? Parce que fondamentalement, ce sont des personnes qui s'inscrivent dans une logique législative, électoraliste, et que personnellement, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est pas du tout. J'ai pas l'intention de gravir petit à petit les échelons, de monter dans un parti jusqu'au jour où peut-être à 70 ou à 75 ans, j'aurai le droit d'être Premier ministre ou quoi que ce soit. J'ai rien à faire. Ça m'intéresse absolument pas. Je dirais même que s'il y a bien un truc qui ne m'intéresse pas, c'est de me retrouver à exercer le pouvoir par moi-même. Moi, perso, j'ai des tas de trucs qui m'intéressent dans la vie. D'abord, mes enfants, ma femme, mes animaux, mes arbres fruitiers, aller courir dans la montagne, ça m'intéresse vraiment. Mais alors, exercer le pouvoir pour moi-même, aucun intérêt. Puis, j'ai pas du tout envie de cette charge, je la trouve pas juste. J'ai pas du tout envie de jouer ce jeu-là. Donc, j'ai pas du tout envie de m'installer dans un parti qui a ces prérogatives-là. Du tout. Donc, non, rien à voir avec ça. Strictement rien à voir avec ça. Donc non, j'ai pas l'intention de participer au moindre parti. J'ai l'intention d'essayer de toucher le cœur d'un maximum de personnes pour les pousser à refuser
davantage de participer à ce jeu truqué qu'on appelle le jeu des élections et qu'on appelle, soi-disant, la démocratie, pour rétablir une vraie démocratie. Mais cette vraie démocratie, je suis persuadé quand même s'il y a toujours les deux pieds qu'on évoquait avec Rudy, je suis persuadé que cette véritable démocratie émergera d'un exercice direct, immédiat, maintenant, aujourd'hui, et non pas dans 2 ans, en 2027, de la démocratie, localement, et non pas d'un parcours électoraliste qui fera qu'un jour, on aura le droit d'accéder au pouvoir et de changer un petit peu les règles du jeu. Parce que pour moi, ça n'arrivera jamais. Et puis que si jamais on changeait les règles du jeu, quelques années après, il y a quelqu'un d'autre qui serait réélu et qui rétablirait les anciennes règles du jeu. Donc, de toute façon, on serait perdant. Un grand merci Thierry d'être avec nous, de nous parler en toute transparence. On s'était dit en off juste avant qu'on partirait spontanément, on n'a rien préparé, il n'y avait aucune barrière, aucune censure, tu as répondu à toutes nos questions. Alors peut-être on va couper l'herbe sous le pied encore des dernières mauvaises langues qui éventuellement t'associeraient. Est-ce que tu connais la table 700 ? Voilà. Je ne sais pas quoi tu fais. Thierry ne connaît pas la table 700. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, point barre. Oui, ça parlera à tous ceux qui sont dans la frange du complotisme exacerbé et qui pensent que l'opposition est contrôlée partout sur la toile. Oui, alors là, j'ai toujours une réponse. Je vais dire, les personnes qui m'ont dit « Oui, Thierry, tu fais partie de l'opposition contrôlée », j'ai envie de leur dire juste une chose. Écoute, Coco, viens, prends mes baskets, ne serait-ce qu'une journée ou une petite semaine, et tu verras, voilà, c'est tout. Oui, et puis personnellement, tu sais, comme je te l'ai dit, moi je suis quelqu'un de très croyant. La vie du monde sur moi-même ne m'inquiète pas plus que ça, globalement. Je crains, mais avec une sainte crainte d'une certaine manière, la vie de Dieu sur moi et le jugement de ma conscience. Mais par contre, la vie du monde, tu sais, un jour, tu es un super héros, le lendemain, tu es un super connard, et puis au gré des modes médiatiques et ainsi de suite. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de ça. C'est ma conscience qui me juge. Après, je suis attentif à la vie de mes enfants, de ma compagne sur moi-même, de mes parents, de mes proches. Voilà. Mais d'abord et avant tout, la vie c'est ce que mon cœur me dit qui m'importe. Donc, si je fais partie de l'opposition contrôlée, bon, je crois que mon parcours parle de lui-même de toute façon. Donc, non, voilà, je n'ai même pas à répondre à ça. Merci encore pour tes réponses et pour ta présence, Thierry. Merci Tamara d'avoir été présente. Merci à vous deux. Très belle émission qu'on a effectuée et je suis heureux de pouvoir véhiculer ton message. On était encore une fois un petit peu dans un flou, dans un certain brouillard, moi et Tamara, par rapport à ta posture. Un peu sceptique pour ma part sur la concrétisation de ton plan d'action, mais d'un point de vue moral et éthique, un grand bravo. Voilà, je le dis en toute honnêteté. Alors, je vais faire la balance parce que pour le coup, moi, pas du tout sceptique, au contraire. Mais sur la concrétisation, je rebondis vraiment sur ce que tu disais, Rudy. Moi, je te dirais vraiment un grand merci parce qu'effectivement, comme on l'a dit pendant l'émission, il me semble que tu incarnes très bien des valeurs en termes d'éthique, en termes de remettre des valeurs justement dans ce pays et de réunir. Donc, restons vivants, soyons vivants et tâchons de le rester. Merci beaucoup, Thierry. www.amdecine.com, amedcine.com, plateforme des thérapeutes quantiques et holistiques. Vous connaissez la chanson, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye.